Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare, site sur lequel vous pouvez retrouver les dernières actualités, des analyses, des conseils et même une rubrique coaching. Alors lors du dernier épisode, j'ai pu accueillir Victor, alias Football Champagne, spécialiste SO5 Football qui nous a expliqué sa stratégie affinée. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sébastien, alias Guestar, un des plus grands spécialiste Asia. Salut Sébastien. Salut Mehdi. Bah écoute, je suis super content enfin d'avoir un nouveau spécialiste Asie, le seul et unique, je pense, c'était Deglingo, Guestar. Une vraie star quand même sur Twitter et dans la communauté asiatique. Ah, tu trouves? Ouais, non, star c'est très fort. On va dire que j'ai un petit peu de visibilité et j'ai surtout une belle commu qui interagit avec moi en permanence. Voilà, surtout ça. Tout à fait. T'es vraiment très actif, très suivi, et voilà, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Alors Sébastien ou Seb pour le reste du podcast? Seb, c'est très bien. On est intime maintenant, Mehdi. Voilà, tout à fait. Ça a été très rapide. Est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté sorarienne? Alors moi Sébastien, j'ai 40 ans, je vis sur Lyon. Je suis marié depuis 15 ans avec ma femme, on a un petit bout de 3 ans, un petit gremlin sacré comme j'aime le dire. Et puis dans la vie, je suis directeur commercial pour une PME qui est en Haute-Savoie et qui vend des produits de jardin bio. Donc je sais que ça te parle beaucoup, c'est un sujet de prédilection pour toi Samedi. C'est une de mes passions effectivement, tout ce qui est permaculture, et là on est au mois de mars et effectivement je suis très actif dans mon jardin et dans mon verger, et ça tombe bien, comme ça je pense à autre chose en dehors de Sorare. Bon, on aura le temps d'y revenir pendant le podcast. Alors à Lyon, t'es fan de Lyon? Ouais, alors je suis l'Olympique Lyonnais évidemment, donc je sais que c'est un peu antinomique avec toi, mais écoute, c'est pas grave, on joue plus dans la même catégorie. Ouais, alors sincèrement, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de catégories d'écart en ce moment quand tu regardes Lyon jouer, mais voilà, clairement supporter de l'Olympique Lyonnais depuis que je suis tout petit. Après, je suis pas un bad gun ou quoi. Enfin voilà, si demain je suis invité à aller voir un match de synthé, perso, ça me posera aucun problème quoi. Voilà, pas c'est comme si moi aussi on m'invite à Lyon, surtout depuis Sorare. Avant Sorare, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué, mais depuis Sorare, on peut aller même au Real Madrid. Hein. Je suis fan du Barça ou au Standard de Liège, et je suis Anderlecht et l'Union, donc ça pose plus de problèmes depuis qu'à Sorare, je trouve. Je sais pas quel est ton avis par rapport à ça, mais pareil, exactement comme toi. Ça ouvre vraiment des horizons, et je trouve que pour le coup c'est vraiment une bonne chose, parce que on voit des fois le foot fait faire certaines dingueries, on va dire, à des supporters, et je trouve que quand tu joues à Sorare, ça t'enlève un petit peu ce côté passionnel, mais dans le mauvais sens du terme, et ça te permet de relativiser un peu. Et effectivement, tu peux avoir des joueurs de Marseille, de Paris, tu vois, des équipes, elles sont mixtes avec des associations normalement improbables, donc ça c'est un gros point fort, je trouve, du projet Sorare. Ouais, et puis ça aiderait bien aussi le marché Sorare, c'est tous les fans de foot s'y mettaient. Ah, ça, on est bien d'accord. Pour terminer ta courte présentation, quelles sont tes passions dans la vie en dehors de Sorare et je présume de ta famille? Ouais, la famille, effectivement, c'est très important pour moi. Après, je suis un très gros féru de sport. Alors le foot, j'adore le foot, mais c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué personnellement de manière assidue et en compétition. Par contre, depuis que j'ai 3 ans, mon père m'a mis sur un tatami de lutte. Donc j'ai fait de la lutte de 3 ans à 11 ans. J'ai fait beaucoup de basket, donc de 12 à 18 ans. Donc je sais que ça, c'est un sport que tu aimes beaucoup. Donc j'ai joué jusqu'en niveau N2 sur Lyon. À 18 ans? À 18 ans, j'étais surclassé sur le poste de meneur de jeu avec une équipe qui était en N2. On est resté 1 an en N2, après ils sont descendus en N3, puis moi j'ai changé de sport après. Mais c'est fou, ça de changer de sport alors que t'étais en N2 à 18 ans, c'est vraiment atypique. Tu sais, t'en avais marre ou quoi, les entraînements? Mais rapidement, j'avais un coach qui pour le coup est en plus très connu, puisqu'il a coaché l'Asvel quelques années après, qui s'appelait Pierre Bressan, si ça te parle. Je crois qu'il a encore il me semble qu'il a encore le record du nombre de passes décisives ou quelque chose comme ça au niveau français. Enfin voilà, c'était un coach qu'on avait dans notre club dans l'agglo lyonnaise. Et donc moi, je jouais avec l'équipe, mais si tu veux, j'avais très 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 peu de temps de jeu. Et puis moi, 18 ans, voilà, t'es jeune, t'es plein de testostérone, t'as envie de jouer, sachant que normalement tu joues avec le niveau du dessous, et ça se passait plutôt bien avec l'équipe de jeunes. Et donc moi, j'attendais d'avoir beaucoup de temps de jeu, et j'étais pas
pas trop patient à cette époque-là et rentrer 1 minute par match ou voire souvent pas du tout durant le match. J'ai préféré changer de club et puis retrouver des comment dire du plaisir. Du plaisir et puis redémarrer sur autre chose. Donc après je suis parti rien à voir, je suis reparti en sport individuel et j'ai fait de la boxe française. J'ai attaqué la boxe française tard pour le coup parce que j'ai attaqué à 18-19 ans et je suis monté assez rapidement en compétition. J'en ai fait pendant 15 ans sur le plus haut niveau français, enfin ce qu'on appelle les élites. J'ai réaccroché les gants, j'avais quel âge, 33 ans, ça va faire 7-8 ans que j'ai pas mis les gants. Ok, quand même. Ah ouais, donc très très sportif. Et pour revenir au basket, tu jouais à quel poste? Meneur de jeu. Quand j'étais chez les jeunes, j'étais plôt deuxième arrière, je pouvais même jouer ailier, mais avec les grands, on va dire, je fais 1m78, donc poste de meneur, j'avais pas le choix. Ok, je vois. Et pour le coup, Sorare NBA, non, t'as hésité Alors, je suis rentré au départ, parce que forcément, la NBA, voilà, moi je suis la génération, Jordan, Magic, un peu comme toi, on a connu les Penny Hardaway, c'était mon meneur de jeu préféré, Magic. J'aime écouter ça. C'était fabuleux, avec le check, c'était magnifique, et donc j'ai démarré un petit peu au départ, mais j'ai surtout fait un peu d'AR pour rien te cacher, parce que j'ai senti avec la douille un petit peu qu'on avait eu sur la MLB quelques temps avant, même si la NBA est bien plus conséquente, mais je me suis dit les prix ça va encore flancher, donc j'y suis pas resté très longtemps. Et puis bon, on a tous une problématique, tu l'abordes souvent dans tes podcasts et c'est tout à fait vrai pour moi, c'est cette problématique de temps, parce que mon job me prend quand même beaucoup de temps, je tape beaucoup d'heures dans la semaine avec mon travail, donc il y a un moment je me suis dit si je vais là-dedans, je me connais, je vais trop me disperser. Déjà que l'Asie, on en parle après, mais on se lève tôt. Si je me mets à regarder des matchs à 3h du mat, il y a un moment, je pense que ça va se ressentir au niveau de mes commerciaux. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dit, la NBA, laisse tomber. J'ai acheté, j'ai revendu, pour le coup, plutôt en gain, enfin même quasiment tout en gain. Parce que c'était une belle opération finalement. Ouais, j'ai acheté à peu près un mois après le début de la NBA. Ça avait commencé à chuter, puis après, ça remontait petit à petit, puis j'ai découvert le fameux système, tu sais, où des joueurs qui étaient pas forcément excellents, mais servaient beaucoup aux différentes caps pour les managers. Et en fait, des joueurs qui pour moi étaient pas top, enfin en tout cas version foot, je les ai tous revendus en PV quasiment, et je suis pas rentré depuis sur la NBA. Ouais, moi j'ai mis un peu plus de temps avant de quitter, mais c'était difficile. On a plus 20 ans ni 25 ans pour se lever pendant la nuit et être frais dispo le lendemain. Je sais pas pour toi, mais moi il me faut 1 jour et demi pour récupérer si je passe une nuit blanche, quoi, au moins. C'est clair, la récup maintenant, c'est le truc le plus difficile. C'est plus compliqué. Voilà, exactement. Merci pour cette brève présentation. Et on va attaquer le sujet qui intéresse tout le monde. Sorare, tout d'abord, comment est-ce que tu as entendu parler de ce jeu? Alors, j'ai entendu parler de Sorare un peu à l'explosion des NFT, et notamment avec NBA Top Shot. Je crois que c'était peut-être sur BFM, je suis pas sûr, mais j'avais entendu parler notamment d'une vente d'un LeBron James qui était parti vraiment, mais très 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 cher. Et donc je me souviens, j'étais dans mon canapé et je vois ça, je dis c'est en train de vraiment exploser, parce que les NFT on entendait de plus en plus parler avec les CryptoPunks, etc. Mais là quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est intéressant. J'ai commencé à regarder un petit peu sur internet et vraiment par hasard j'ai tapé foot NFT dans la barre de recherche Google et je suis tombé sur Sorare. J'ai commencé à regarder un petit peu le concept, 2-3 vidéos YouTube qui se faisaient à l'époque sur comment se lancer, etc. Et puis j'ai rapidement déposé mes premiers ETH dessus. T'étais déjà familier au monde des cryptos? Absolument pas. Je suis rentré sur les cryptos via Sorare. J'ai un profil investisseur, mais plutôt entre guillemets un peu plus tradi sur des actions boursières. Alors j'ai forte propension au risque, parce que j'ai investi des fois je peux investir des sommes à mon niveau assez importantes sur des pré IPO. J'ai fait pas mal de pré IPO sur des biotech, des choses comme ça. Donc c'est déjà bien au niveau risque, t'es déjà bien costaud. Tu connais les montagnes russes, quoi. Avec les biotech, j'ai connu un moins 70% en un jour. J'ai connu un plus 200% en un jour. Enfin voilà, j'ai connu des trucs comme ça. Où là c'est plutôt le rythme des nouvelles qui fait que tu pars très fort en haut ou très fort en bas. Donc voilà, au niveau investissement, ça me posait pas vraiment de problème, mais sinon au niveau crypto pur, non, j'y connaissais absolument rien. J'étais juste comme tout le monde, j'avais entendu parler du Bitcoin, mais je m'étais pas vraiment intéressé à la techno. Ok. Et donc NBA Top Shot, finalement, t'es rentré ou pas là-dedans? Non. Tu t'es directement dirigé vers le foot. Ouais, il y a plusieurs choses qui m'ont ces dernières années, je suis quand même beaucoup plus le foot. Le basket, si tu veux, je suivais vraiment du temps de Jordan, j'étais à fond sur la période
la période des bulles, c'est tout. Après, j'ai lâché un petit peu derrière, et le sport que je suivais quand même le plus, c'était vraiment le foot. Voilà, ça me parlait déjà un petit peu plus. Et puis, sincèrement, il y avait le côté aussi, j'aime bien ce côté aussi un peu cocorico, quoi. C'est une boîte française. Nicolas Julia, il sort de l'EM Lyon, je sors de l'EM Lyon. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de trucs où je me suis dit, c'est top. Ça te parlait, quoi. Voilà, ça me parlait. Il est venu faire une conférence l'année dernière. J'étais en déplacement, malheureusement, mais dans les locaux de l'EM, là, j'étais dégoûté de pas pouvoir y assister. Mais voilà, je me suis dit, le gars, il a lancé ce projet, c'est un entrepreneur, ça cartonne. On va participer, quoi. Ouais, et puis c'était à la bonne période, mars 2021, c'est une bonne transition, comme ça je présente vite ta galerie avant de te demander comment est-ce que tu avais commencé, etc. Mais donc tu t'es inscrit le 11 avril, donc c'est peu de temps après la première grosse levée de fonds avec Griezmann, Piqué, etc. qui avait eu lieu en mars 2021. Donc là, aujourd'hui, t'as une galerie, j'ai toujours l'habitude de présenter en valorisation. Est-ce que ça veut dire quelque chose aujourd'hui? C'est voilà. Aujourd'hui, là, vraiment aujourd'hui, ouais. Ça vaut un peu plus de 9 Ethers. Ouais. Attends, réactualise, Mehdi, je suis à 8,5. Réactualise, je suis à 8. Ah, je suis à 7,5. Non, t'es à 9,5. Ah, pardon. Ouais, mais dans une heure, je suis à 9, je pense. Et hier, t'étais à plus de 10. Bon. Ah oui, il y a une semaine, j'étais à 10,5, exactement. Voilà, t'es à 9.5, donc j'ai rafraîchi et c'est légèrement monté quand même. Ah, super. C'est une bonne nouvelle. Tu as 110 cartes limited. D'abord, t'as 418 custom. Ouais, j'ai fait la collecte cartes. T'as fait la collection complète. Je les ai toutes. Ouais. Ok, de toutes les équipes qui ont participé. J'ai les petites étoiles qui brillent là quand tu finis une équipe. Je les ai toutes. Ah, génial. Un vrai débile. Non, mais c'est un vrai collectionneur. Et donc, en cartes valorisées et qui sont utilisées pour le SO5, tu as 110 cartes limited, 61 cartes rares, 17 cartes super rares. Tu as obtenu 141 rewards depuis le début et tu as un reward winning line-up qui est quand même pas mal du tout, proche de 20%. Et quand je regarde ta galerie, évidemment, il y a une majorité de joueurs Asia, mais pas que. Tu as quelques Américains dedans, je pense. Mais bon, ça, on y viendra un peu plus tard. Est-ce que tu peux m'expliquer comment, quand tu t'es inscrit en avril 2021, comment est-ce que tu t'es pris, quelle est la somme que tu as mise et tutti quanti. Alors, je commence un peu par la fin de ta question, mais au niveau de la somme, j'ai regardé hier justement, parce que sincèrement, je savais plus trop, vu que j'ai mis petit à petit, mais en tout, je suis à peu près à 8 000 € à peu près de dépôt sur Sorare. Au tout début, te dire combien j'ai mis au début, je crois que j'ai mis quelque chose comme 3 000 € à peu près. Ah ouais, quand même, donc t'as été franco, quoi. Ouais, c'est comme les investissements dont on parlait avant. J'y vais pas si c'est pour mettre 100 €. C'est pas mon fonctionnement. Voilà. Si je crois un projet, j'étudie un peu avant, je regarde un peu tout, les tenants et les aboutissants. Si ça me paraît cohérent, j'essaye de mettre une somme qui me paraît correcte, qui me met pas du tout en péril. Mais voilà, si ça marche, par contre, le but c'est quand même qu'il y a un levier qui soit important derrière. Je joue pas, je pose pas de l'argent pour gagner 500 ou 1000 €. Ça m'intéresse pas. Ok. Donc un profil un peu similaire au tien. Ouais, je pense en ayant parlé avec toi, je pense effectivement qu'on est un petit peu pareil là-dessus. Donc je suis rentré, il y avait que des rares à l'époque, si je dis pas de bêtises, les limited sont arrivés plus tard. Ils sont arrivés en août. Ouais. Voilà, exactement. Et au départ, alors je vais pas faire exception à la règle. Comme la plupart de tes invités, j'ai fait toutes les bêtises possibles et inimaginables. J'ai acheté de plusieurs championnats sans me fixer sur l'Asie au départ. J'ai acheté un peu de tout. Notamment, je cherchais un GK pas trop cher. Donc le premier GK que j'achète, il part en non couvert. Je le remplace par un autre GK qui ne joue pas un match et qui devient numéro 2 alors qu'il avait été numéro 1 toute la saison parce que j'avais pas fait ce boulot-là que je fais automatiquement maintenant de recherche et donc voilà, je me prenais pas trop la tête en fait. Tu vois, je disais il est pas cher, il a 300 € ce GK, allez vas-y, je prends ce GK là. Résultat, j'enchaîne 2 GK coup sur coup, des catastrophes. Bref, et donc ça c'était mon début, un petit peu compliqué. Et puis après, j'ai reposé un petit peu d'Ether. Je me suis un peu renforcé, donc pas forcément full Asia au départ, mais je jouais. Ma stratégie c'était clairement jouer les paliers. Et j'ai rapidement quand même, c'était à l'époque, on rappelle, c'était 210 et 250 points. 205 et 205 pardon, et 205 et 250. Bon, j'ai rapidement, comme tout le monde, réussi à prendre mes paliers. Et quand ça a commencé à prendre régulièrement, donc il y avait peut-être une ou deux rewards
Hayward au milieu que je pouvais revendre. J'ai commencé donc à augmenter un petit peu, ma galerie. Puis là, j'ai passé un peu plus de temps sur Sorare et j'ai commencé à faire un peu de stratégie AR. Donc là, par contre, je commençais à me renseigner un peu, notamment sur l'Asie, puisque je trouvais que le ROI était très intéressant par rapport aux investissements que j'y mettais. Parce qu'avec 3000 en Asie, tu pouvais faire quelque chose de pas trop mal. Par contre, si t'allais en Champ Europe, tu t'achètes même pas une carte, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, c'était très compliqué à l'époque, ouais. Voilà. Donc, ouais, t'as raison de dire à l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec 3000 €, même en Champ, c'est pas mal, en fait, hein. Tu prends quasiment, 5 Benzema. Ouais, c'est la folie, c'est vrai quand Plus, pardon. Et tu te rends compte, on tourne le podcast là, enfin aujourd'hui, ça se trouve, dans une semaine, ce qu'on dit, ça sera encore pire. Ouais, ou peut-être mieux, écoute. Ou peut-être mieux. Ouais, peut-être pas la semaine prochaine, non, la semaine prochaine, ça risque d'être encore, ça risque de se dégrader encore un petit peu. Je parlais de Benzema, alors Benzema. Vas-y, fais-nous saigner des yeux. Benzema, il est à moins de 500 €, donc t'as 6 Benzema quand même. Incroyable. Ouais, à l'époque, t'avais même pas le pied de Benzema. Ouais, t'avais la moitié du corps à la limite. C'est pas plus. Ouais. Donc bon, à l'époque, voilà, on se remet dans le contexte, hein, les auditeurs. Avec 3000 €, l'Asia, c'était bien. on pouvait monter une équipe qui tenait la route, aller chercher de la rentabilité. Voilà, moi en tout cas, c'était ce qui me paraissait intéressant. Et puis là où j'ai commencé vraiment à progresser, on va dire, notamment au niveau de la valeur de ma galerie et de mes cartes et de la qualité de mes cartes, c'est quand les limited sont sortis, puisque rapidement je me suis rendu compte de l'hyper liquidité de cette rareté par rapport aux rares. Donc moi les limited, clairement je les ai joués en full AR, c'est-à-dire que tout était vendable. Je pouvais aligner des équipes, mais si la carte je mettais tout en vente, et si les cartes se vendaient 10 minutes avant, ça partait, c'est pas grave. J'étais prêt à ne pas du tout aligner d'équipe quand je jouais les limited. Le but c'était juste de faire de l'AR en permanence, et là pour le coup ça m'a vraiment bien réussi, parce que ma galerie est vraiment montée d'un coup. Alors ça me prenait quand même beaucoup de temps. T'as eu comment il s'appelle, Charcot, t'as eu Phil, c'est un peu dans le même profil, qui en parlait très très bien. Alors j'étais pas à leur niveau, déjà j'ai pas eu les mêmes résultats qu'eux, rien à voir avec eux, mais je veux dire, j'y passais pas du tout le temps qu'ils y passaient, mais je devais bien, à mon niveau, passer 3 heures par jour sur Sorare, c'était déjà beaucoup, quoi. Donc voilà, j'y passais vraiment beaucoup de temps. Et là, ma galerie a vraiment grossi. J'ai certainement fait des bons choix, puis j'ai certainement aussi bénéficié d'un marché qui était en bulle complet, et c'était facile, hein. Enfin, je dis ça maintenant avec du recul, parce que je me dis, peut-être qu'à l'époque, en fait, j'ai rien fait d'exceptionnel, c'était juste facile d'acheter, de revendre des limited sans trop de connaissances. Mais la stratégie, c'était donc de monter un maximum au niveau de mon portefeuille pour aller renforcer mes rares et augmenter la qualité de mes rares. Voilà comment j'ai procédé. Ok, donc une tactique de vase communicant, quoi. Donc, complètement. Ce que tu dégageais grâce à ta stratégie aller-retour achat-revente en limited, c'était pour alimenter, par contre plus orienté SO5 ta galerie rare, quoi. Exactement. Essayer d'aller chercher des cartes qui me faisaient rêver à l'époque, qui étaient inaccessibles. J'ai réussi à en choper une bonne partie en faisant ma stratégie derrière, qui a vraiment duré un bon moment. Donc là, j'étais à cette époque-là, dans mon esprit en tout cas. Donc là, on est septembre, octobre 2021, quelque chose comme ça. Ouais, donc t'as quand même réagi assez rapidement après la sortie des limited, quoi. Ouais. En fait, c'est quand je regardais les courbes sur SD évidemment, et je voyais le nombre de cartes qui étaient vendues par jour. Tu comparais ça avec c'est toujours le cas, mais tu comparais ça avec un graphique rare, je me disais mais il y a vraiment quelque chose à faire, ça bouge en permanence, et puis forcément il y a le FOMO tout le temps avant les game week, donc tu ciblais 1 ou 2 match-up dans 2-3 game week. Je faisais beaucoup ça par exemple avec certains joueurs que j'achetais et je revendais en permanence, style Daily Blind par exemple à l'Ajax. J'ai pas arrêté de faire de l'AR sur lui, je crois que j'ai fait au moins 10 AR sur ce joueur-là. Pour le coup c'était assez facile, quoi. Tu voyais les vagues, elles étaient claires, précises, tu savais quand il fallait acheter, tu savais à peu près combien t'allais le revendre, sauf blessure évidemment. Donc ça m'a vraiment permis d'augmenter mon roster et d'aller chercher de la qualité en rare. Donc ça c'était vraiment un profil pur investisseur, rentabilité, et j'étais vraiment comme ça, aucun attachement à mes cartes, j'ai vraiment été comme ça jusqu'à septembre-octobre 2021. Ouais. Et puis là, il y a eu séisme dans ma stratégie. C'est-à-dire que j'étais beaucoup sur le Discord français, donc sur le channel Asia, et je parlais donc toujours avec les deux trois mêmes énergumènes qui se reconnaîtront, dont notamment Piccolo, qui est devenu un très bon ami à moi, et en fait
on échangeait énormément d'infos sur l'Asie et puis on était beaucoup dans la transmission. Les gens venaient régulièrement nous poser des questions parce que forcément moi ça faisait 6 mois que je ponçais l'Asie, donc il y avait quand même une certaine je commençais à monter. T'as vraiment décortiqué le marché asiatique de fond en comble. Les deux ligues, donc aussi bien Corée, la K-League que la J-League. Vraiment, en fait je me suis dit Sorare c'est déjà une niche, moi je vais aller dans une niche de la niche et quitte à y aller, autant entre guillemets essayer de maîtriser un maximum mon sujet. Donc déjà la J-League je partais de zéro, on en parle après plus en profondeur on va dire, mais je partais de zéro et donc je me suis dit il faut que j'augmente à fond mes connaissances puisque j'avais eu les mauvais coups que j'avais eu avec les GK, je voulais pas reproduire ça. Donc j'ai vraiment commencé à traduire des articles de journaux en japonais, enfin vraiment j'ai été assez loin dans le process, à beaucoup échanger avec ceux qui me semblaient pertinents et avaient des connaissances, et donc ça m'a permis d'avoir une rapide montée en compétences sur cette ligue là. Donc on échangeait énormément sur ce Discord et puis en fait au bout d'un moment je me rendais compte que les informations elles étaient surtout c'est surtout moi qui en donnais, qui transmettais, et je recevais plus énormément, enfin en tout cas j'apprenais plus grand chose sur ce grâce aux autres quoi. Voilà, exactement. Et puis même si je suis à fond pour transmettre tout ce que je peux à tous ceux qui me contactent sur Twitter, j'essaie de tout le temps répondre, de donner un max d'infos. Mais bon, malgré tout, sur Sorare, on le sait, la formation, c'est quand même c'est un peu le pouvoir, c'est très important. Et donc avec Piccolo, on s'est dit on monte notre propre Discord fermé Asia, avec des gens entre guillemets qu'on va plus ou moins sélectionner, dans le sens où on veut des gens qui ont déjà une certaine connaissance de l'Asie, puisqu'on voulait éviter de retrouver des questions sur l'autre Discord le Discord français, on avait des questions des fois, tu voyais que les gars ne faisaient aucun effort de recherche. C'est quoi le mieux, c'est Langrak ou Damiao, enfin tu vois, un mec qui est un gardien un attaquant. On disait mais de quoi tu nous parles, c'est quoi ta stratégie? C'est quoi ta stratégie? Et en fait, tu vois que le gars, il avait fait zéro recherche. Et en fait, on s'est dit, on va éviter ça. On veut quand même des gens qui s'y sont déjà intéressés, avec qui on va pouvoir échanger entre guillemets d'égal à égal. On va transmettre, mais ils vont aussi nous donner. Nourrir mutuellement, quoi. Exactement. Voilà, exactement, tout à fait. Qu'on ait de l'échange. Et puis, quand on a créé ça, en fait, ça a été la folie, puisqu'on a eu énormément de demandes. Et puis aujourd'hui, on a une communauté qui est ultra soudée. On parle plusieurs dizaines de fois par jour ensemble. Il y en a qu'on a rencontrés, c'est devenu des amis. Et là par contre, ça a changé, puisque de full investisseur, j'ai commencé vraiment à me prendre au jeu, puisqu'on avait une certaine compète entre nous. Et donc là, j'ai commencé à vraiment vouloir jouer le SO5 sérieusement, à plus revendre mes cartes, à m'attacher à mes cartes. Ça a vraiment changé complètement mon aventure. C'est ton fiston qu'on écoute derrière. Je suis désolé, il va à la sieste. Je pensais pas que vous l'entendiez. Je suis vraiment désolé. Est-ce que ça fait partie des aléas du direct? Pour recontextualiser, tu es chez toi en télétravail. Exactement. J'ai posé mon après-midi exprès pour toi, mais malheureusement, mon fiston étant malade, il n'est pas à l'école aujourd'hui. Aïe. Mais on devrait bientôt plus l'entendre. C'est pas grave, vas-y. Ouais, vraiment désolé pour tout le monde. Donc voilà, on a le fait d'avoir monté ce Discord et puis ça a vraiment changé mon aventure. C'est très important. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on en parle après. Et c'est ce qui a fait que j'ai changé ma stratégie et que je me suis dit le ROI, ok, c'est bien, mais vibrer avec tes potes, fêter les victoires, se réconforter lors des DNP Asia qui sont bien connus de la communauté. Quand il y a la danse des gardiens aussi quand même, parce que il y a plein de choses. C'est clair, c'est la ligue où il y a la plus grande, faut être bien accroché. Grand turnover de gardiens. Faut être bien accroché quand tu joues l'Asie. Moi, je trouve que c'est ce qui fait son charme, c'est ce qui me plaît. Mais je comprends par contre que des managers comme toi, quand je t'entendais sur le Discord, ça me donnait le sourire aux lèvres à chaque fois que je t'écoutais. Quand je t'entendais, moi l'Asie, j'y touche plus. Mais en même temps, j'étais sur toutes les ligues, donc voilà. Et pourtant, je faisais mes recherches. Là, je me dis non, j'en peux plus. Il y a une petite question. Quand tu as aligné tes cartes, tes line-up, donc tes cartes Asia, tu jouais dans quelle catégorie? Donc AS, Asia et aussi U23 ou pas forcément? Non, U23 j'ai jamais fait parce que les GK U23 étaient trop chers pour moi à l'époque. Donc quand je jouais, au début là, sur la période dont on parle, la fin 2021, par exemple le plus gros U23 que tout le monde voulait dans sa galerie, c'était Yuyaoki de Kashima. Mais il valait je sais plus un Ether 5, quelque chose comme ça. Il était vraiment cher. Donc les U23 pas là pour le coup, à cause du gardien, je m'y suis jamais lancé. Je suis vraiment resté focus sur l'AS pour les paliers et l'Asie. Je jouais au début, je jouais que ça. Je jouais ces deux compétitions à fond. Ok, super. Et donc
je t'ai coupé. Mais donc tu as créé alors ce Discord qui s'appelle Namek, c'est bien ça? Ouais, basé sur et l'univers. donc finalement l'aspect communautaire a vraiment pris le dessus. Donc tu as un peu délaissé le côté héroïque et vraiment tu t'es engagé dans la communauté, dans les contacts qu'on a. Tu t'es vraiment attaché en fait aux personnes avec qui tu communiquais sur l'Asia, quoi. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Comme je te l'ai marqué sur notre petit compte rendu, pour moi c'était entre guillemets au niveau de mon aventure Sora, mais de la rentabilité. En fait, le Discord Namek, c'est le début de la fin. En fait, c'est-à-dire, c'est là où ma galerie a arrêté de grimper en flèche, parce que je revendais beaucoup moins, je faisais beaucoup moins d'AR. Et là, je jouais vraiment le SO5. Et je pense, n'étant pas un super joueur, même si j'ai un pourcentage de reward qui est pas mauvais, mais je m'estime pas être un bon joueur de SO5. Donc, j'étais bien meilleur en AR pour le coup. Et donc, ma stratégie au niveau du ROI, là, elle a commencé à être en chute libre, mais je l'ai très bien vécu. Pour moi, c'était au contraire, c'était un super virage. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur le jeu et notamment aux gens qui sont très attachés à la valo de leur galerie, et je ne critique absolument pas ça, je le conçois tout à fait. Moi, j'avoue que ça me glisse dessus, mais tranquillement. Je suis vraiment serein avec ça. Et mais en plus à l'époque, les cartes prenaient de la valeur, je veux dire, de manière un peu organique et naturelle. Tout à fait. Parce que la demande était bien supérieure à l'offre. Donc voilà. Et ce Discord là, il existe depuis combien de temps? Alors de mémoire comme ça, mais c'est fin 2021. On a lancé ça fin 2021. Et vous êtes dessus, vous êtes combien là-dessus? Une centaine à peu près, une petite centaine. Ah oui, quand même. Une petite centaine et sincèrement, j'ai des demandes mais pagaille et je peux pas répondre à tout le monde parce qu'on essaye vraiment de faire rentrer au compte-gouttes si tu veux. Je crois que vous faites ça un peu avec le So Addict, il me semble. Oui. Il n'est pas ouvert votre Discord non plus ou je me trompe peut-être? Ouais, c'est par invitation. De temps en temps, on fait des grosses on sessions. a assez de modérateurs, etc. Quand on rajoute des modérateurs, alors on l'ouvre un peu plus. Là, je sais plus, on est un peu plus de 1000 quand même. Hein. On a un peu plus de 1000, mais il y a beaucoup de modérateurs dessus qui sont actifs, donc. Bien sûr. Alors que voilà, on va dire que là, c'est vraiment Piccolo et moi qui avons créé ça, et lui, il est vraiment sur l'aspect technique, gestion. Moi, je suis plus dans l'aspect, je suis plus dans l'aspect modération du Discord avec tous les membres. Mais sincèrement, mon boulot là-dessus, il est assez simple parce que la commu est tellement excellente. Enfin, je veux dire, ils sont tous ultra bienveillants que j'ai pas grand-chose à faire. Sincèrement, si j'ai dû intervenir 2-3 fois en un an et demi, c'est le maximum. Donc voilà, donc ça, on a créé ça fin 2021 et ça a tout de suite pris beaucoup d'ampleur. On a énormément échangé et tu vois, même quand l'Asie, il se passe rien là sur la trêve hivernale, donc avant la reprise, tu verrais le nombre d'échanges qu'il y a quand même tous les jours sur les transferts. On échange en permanence là-dessus. Ça s'arrête jamais quoi en fait. Puis là, tu vois, samedi, par exemple, ce samedi là, on se rejoint en IRL, on va manger ensemble, on va se faire un resto, on va manger ensemble. On s'est vu il y a déjà quelques temps. Enfin, on essaye vraiment de garder ce lien, ce contact, et c'est vraiment des gens que j'apprécie énormément. C'est vraiment devenu des amis pour la plupart. C'est super. Tu m'avais d'ailleurs proposé deux sujets de prédilection qui étaient l'aspect communautaire et évidemment l'Asie. Je t'ai dit, écoute, il y a pas de problème, on va gérer les deux et puis on va discuter et puis mélanger les sujets. Mais comme tu parles de l'aspect justement communautaire, tu dis je laisse un peu le ROI là pour le moment de côté. Enfin, pour le moment, tu disais à l'époque tu le laissais un peu de côté. Là maintenant d'autant plus, compte tenu du marché qu'on connaît aujourd'hui qui est malheureusement en chute libre, l'aspect communautaire pour toi est important. C'est ce qui te garde aujourd'hui dans le jeu? Ouais, complètement. Mais je pense que sincèrement, je pense que, alors, sans même parler de la chute là maintenant, je serais certainement déjà sorti si j'avais pas mon Discord. Clairement, aujourd'hui, des fois, je me dis, mais là, en plus, dans la période actuelle, comment ils font les gars qui jouent tout seuls, qui voient leur galerie, fondre de jour en jour, qui échangent peut-être un petit peu sur Twitter, qui ont 2-3 interactions. Mais faut être costaud psychologiquement quoi. Je veux dire, moi aujourd'hui, sincèrement, je vois ma galerie, on voit que ça chute. Alors, elle est montée jusqu'à combien ta galerie? 15 Ethers, et en valeur d'euros à l'époque, quand elle était à 15 de mémoire, je crois que ça faisait, si je dis pas de bêtises, ça faisait 37 000 euros, quelque chose comme ça, de mémoire, ou 34 peut-être. Par deux. Ouais, à peu près, un peu plus. Mais bon, t'es toujours en positif par rapport à ton. Par contre, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, peut-être que le discours que je tiens là
là maintenant, il est du fait que, effectivement, je suis encore un des rares, parce que je pense qu'on est plus très nombreux à être encore en positif par rapport à mon investissement de départ. Et puis surtout, je suis 100% serein avec. Sincèrement, ça tombe à zéro. C'est pas mon investissement qui va me poser un problème. Ce qui va me poser un problème, c'est plus de me dire que ce rare va se terminer, que je pourrais plus jouer à ce jeu que je trouve extraordinaire. C'est plus ça vraiment moi qui va où je vais développer. Un jeu extraordinaire parce qu'il y a une communauté que t'aimes beaucoup, ou bien c'est le jeu aussi en lui-même. Les deux sont. C'est une très bonne question. Les deux sont liés en fait. Le jeu en lui-même, moi je l'adore. J'adore faire mes teams. Enfin, je sais qu'il y en a qui éprouvent un peu de lassitude au bout d'un moment, mais moi franchement, quand l'Asia a redémarré, en plus surtout que je fais une toute petite aparté, mais vu qu'il y a 3 mois de trêve et que j'aligne juste une ou deux équipes limitées de temps en temps sur mes joueurs mes joueurs américains où j'ai un petit peu de joueurs tchal, j'arrive à faire une petite limited juste parce que je suis drogué, tu vois, j'ai besoin d'aligner une équipe quand je peux de temps en temps. Mais je veux dire moi, et la commu Asia qui sont full Asia comme moi, dis-toi que pendant 3 mois, on fait rien. On peut pas aligner. Donc autant te dire que quand ça arrive, mais c'est la folie. Nous en fait, on se met vraiment dans le dur, tu vois, pendant 3 mois et après, allez, c'est reparti. Faites le dos rond, allez hop. Exactement. Mais on attend que ça. La reprise, tu verrais, nous, c'est feu d'artifice, dans le Discord, Ça y est, les gars, c'est reparti. Il y a tel match. On est à fond. On se lève en plus, tu le sais, on se lève à 6h pour regarder les matchs. Faut être sacrément motivé, quand tu joues. Samedi, dimanche compris, ouais, c'est systématique. Alors, moi, généralement, j'ai mon équipe de cœur, une de mes équipes de cœur, parce que j'en ai 2 que j'aime bien, mais c'est Yokohama Marinos. J'essaye de regarder, quand je peux, tous les matchs. Après, non, je choisis l'un ou l'autre. Et maintenant, en plus, au niveau de la G-League, il y a 4 matchs qui sont en rediff sur YouTube. Donc ça, c'est le top, franchement, en plus en super qualité, parce qu'avant, je les regardais généralement sur Winamax ou Betclic. Là, maintenant, je peux les regarder directement sur YouTube. Et là, généralement, je me fais un replay tranquille. Je me lève à 9h, 9h30, je fais mon petit replay café croissant et ça passe crème. C'est cool. Et ta deuxième équipe, c'est laquelle? J'aime beaucoup, alors ils ont une année très difficile l'année dernière, mais j'aime beaucoup Vissel Kobe. Alors là, tout simplement, juste parce que c'est les premières cartes que j'ai achetées en rare Asia. J'ai acheté, que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai acheté Otaru Yamaguchi, j'avais Sergi Samper, j'avais qui revient de blessure, j'ai entendu. Qui revient de blessure, là, il doit rattaquer là à la reprise. Et j'avais un joueur que j'adore qui est parti au Celtic, Kyogo Furuhashi, qui est un des meilleurs attaquants Asia. Ça faisait partie aussi des gars qui m'ont fait du mal quand ils sont partis, quoi. Voilà. J'avais pas l'habitude. Je disais, tiens, c'est bizarre, du jour au lendemain, il part. J'ai pas vu de nouvelles. Il m'a pas prévenu. Ouais, mais lui, pour le coup, il perd toujours. Parce qu'il y en a d'autres, c'est pas la même chose. C'était qui cartonnait à cette époque-là? C'était, Mitoma. Non, Mitoma. Ah non, dis-moi pas lui. Ah non, attention. L'autre, Tanaka, Ao Tanaka. Ah oui. Qui joue maintenant, je pense, en deuxième division à Düsseldorf ou un truc comme ça. Exactement. Et lui, il cartonnait, mais il était fort. Il jouait à Kawasaki, c'est pas ça? Ouais, à Frontal, exactement. Ouais, tout à fait. Lui, il faisait des scores de malade. Il était U23, je me rappelle. Coûtait très très cher. Et là, son scoring, il est vraiment tristoun. Clairement. Non, Mitoma, c'est vraiment pas le bon exemple. Il est venu à l'Union, il était un peu sur le banc. Dès qu'il a joué, il a cartonné. Brighton. Et puis là, à Brighton. D'ailleurs, je l'ai pris pour match. Alors là, très bon achat. Tu vas faire plaisir à un paquet de monde du Discord, parce que on a un gros fan club de cœur jouer. Thomas. Je sais pas si t'as vu, il y a des news, des rumeurs qu'il enverrait à City. Ouais, mais là ça m'arrangerait pas parce qu'il y a trop de turnover. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux non plus. Il y a trop de turnover à City. Mais c'est pour dire qu'un club comme City s'intéresse à lui, donc c'est énorme. Ça donne une idée du potentiel de ce joueur qui est juste exceptionnel, qui est un régal à voir jouer. Donc mais oui, en Asia, non, il y a des vraies pépites. Et juste pour finir, tiens, dans les erreurs, elle était belle celle-là aussi, tiens, je viens d'y penser. J'avais Furuhashi, je cartonnais tout avec lui. Franchement, je faisais des belles perfs. Il part, et par qui je le remplace? Ado Onaiwu, qui part 6 mois après à Toulouse. En D2 non couverte. Voilà, le style d'erreur qu'on arrive à faire quand on s'intéresse pas assez au départ aux joueurs qu'on achète. Voilà, c'est des erreurs. Ouais, mais après s'ils performent bien, tu vois, c'est ça un peu le souci avec les championnats Challenger aussi et asiatiques, c'est que t'as des petites, t'as plein de pépites dedans, et puis quand ils sortent du lot, c'est génial pour le SO5, mais en général ça dure pas. Ouais. Parce qu'ils partent ensuite dans une grosse équipe ou dans une petite équipe. Là c'est le cas pour par exemple Toulouse qui était en Ligue 2, qui était pas encore couverte. Et puis t'as des Coréens aussi qui partent pas mal dans les pays du Proche-Orient aussi, où sont pas couverts non plus. Et là c'est évidemment compliqué. C'est pour ça qu'en Challenger
là maintenant je suis beaucoup plus depuis mon retour là je suis beaucoup plus calme, je vais plus chercher des GOAT, ouais, à part un Tadic, on sait, enfin quoique il y avait des rumeurs, il a failli partir apparemment durant le mercato d'hiver là, ce qui m'étonne très très fort. Tadic mais quand tu prends des vieux en général tu sais qu'ils vont terminer en challenger et plus aller dans des grosses équipes des 5 ligues principales. Par rapport à justement l'aspect communautaire, comme on a abordé le sujet, est-ce que tu dis voilà, vous voyez, comment est-ce que vous faites, je présume que vous n'êtes pas tous de la même région. Vous avez un noyau dur, alors, pas trop éloigné les uns des autres. Non, il y en a un petit peu partout en France. Maintenant, c'est vrai que c'est pas du tout fait exprès, mais aux alentours de Lyon, on a pas mal de monde. On a des gens de Grenoble, de Chambéry, donc c'est vraiment pas très loin. Il y a des gens de Lyon intramuros. Donc en fait, moi déjà, je propose, quand je propose souvent, j'ai dit voilà, ça vous dirait qu'on se rencontre et il y a beaucoup de il y a pas mal de managers qui répondent à l'appel. Et puis l'idée, c'est qu'on arrive aussi à tourner un petit peu. Et je sais qu'on en a dans le sud-ouest. Forcément, il faudrait qu'on se voit aussi sur Paris. Piccolo est de la région parisienne, donc faut qu'on se rencontre là-bas. Voilà, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là, mais pour l'instant, les rencontres qu'on a fait, c'est beaucoup sur Lyon, parce qu'il y a une grosse commu Sorare et notamment Asia qui est de Lyon. Il y en a beaucoup qui jouent avec The Nook, tu sais, organise des fives sur Lyon toutes les semaines, et il y en a énormément qui vont jouer avec lui au five. Donc il y en a aussi que j'ai rencontré là-bas. Ok. Et toi, t'as déjà joué là-bas au five? J'en ai fait un, mais voilà, tu sais, Mehdi, 40 ans. Les deux hanches fracassées par la boxe. Je t'avoue que quand je fais un five, j'ai du mal à en remettre. Vaut mieux que je reste au sport en décharge maintenant. ouais, c'est vrai que c'est chaque chose en son temps, tu vois. Ouais, exactement. Je laisse les jeunes entre eux. Et comment est-ce que vous fonctionnez? Donc là, vous mettez évidemment vos informations. Je présume que vous départagez un peu les rôles. Il y en a qui sont un peu plus sur la Corée, certains clubs en question. Comment est-ce que vous faites ensemble T'as très bien compris le système. T'en as qui mangent un peu sur les deux tableaux, quoi, qui aiment les deux ligues. T'en as qui sont très spécialisés. J'en vois deux là dans ma tête. Là, ils sont très spécialisés J-League. Donc là, ils sont très malheureux là avec la ref, le non renouvellement de la licence d'ailleurs, puisque maintenant dans le pool de Reward Asia t'as plus que des joueurs K-League, donc c'est difficile pour eux, mais on a des gens très spécialisés J-League, d'autres vraiment K-League à fond, et puis après t'as vraiment même des mecs qui se spécialisent sur un club en particulier, et donc en gros ça poste des news, toutes les news qui sortent, donc Twitter, Insta. Franchement, on a une réactivité qui est assez incroyable, hein. Enfin, je vois des trucs sortir sur le Discord, ça sort à une vitesse. On est très souvent au courant avant le reste de la meute, quoi. Ça va très très vite. Super. Et donc ça nous permet d'avoir un bel avantage concurrentiel. On a Piccolo par exemple en K-League, tu verrais ce qu'il est capable de nous sortir. Il nous dit tel mec est dans l'avion assis à telle place, il atterrit à telle heure dans telle ville. Enfin, tu vois des trucs, tu vois ça nulle part ailleurs. Voilà. Donc on a des. Ça c'est grâce au compte Insta des joueurs certainement. Ouais, exactement. Et il est sur tous les comptes Insta. Ils sont même, je les chambre souvent avec ça. On en rigole beaucoup. Ils ont tous les comptes Insta des femmes de joueurs. Il suffit qu'il y en ait une qui like le club de je sais pas qui, et tu peux être sûr que ça va bouger. Ça va bouger là-bas. C'est énorme. Voilà. Non, mais ça va. C'est une armée d'espions. Ouais, c'est exactement ça. On a FC Val qui est assez aussi, qui est très actif sur Twitter, sur la Corée notamment, qui connaît beaucoup de choses. Il nous transmet énormément d'articles de journaux traduits directement de là-bas. Enfin voilà, on est assez pointu, hein, sur cette partie-là. Donc ça nous permet de faire des bons coups. Là récemment, ce qu'on avait eu qui était assez sympa, notamment vu que t'as très peu d'infos et que c'est une superbe barrière à l'entrée. Enfin, moi je trouve que ça c'est top aussi à ce niveau-là, c'est que les gens ont du mal à venir sur l'Asie parce qu'effectivement les infos sont difficiles à trouver. Nous à notre niveau, vu qu'on arrive à récupérer des infos souvent un peu en avance, ça nous permet de bouger de bouger un petit peu avant tout le monde. Et notamment tu vois pendant la trêve là, il y avait beaucoup de questionnements notamment sur les GK, ce qui allait se passer. Et si tu prends l'équipe du Consadole Sapporo, ils ont on appelle Sugeno, là, c'est voilà, on l'appelle le Papy Sugeno qui a 38 ans. Ils ont fait revenir un gardien qui était en Corée, qui a été formé à Sapporo, qui s'appelle Gu, et ce gardien là devait prendre la place. Tout le monde l'annonçait en tant que titulaire, et c'est vrai que même nous, hein, on était quasiment sûr que ça allait être lui. Et puis en fait on a réussi à avoir des news, des compos un peu en avance, notamment pour la prépa. Et en fait il s'avère que
on tombe sur on voit que c'est Sougeno qui joue dans les buts, quoi. Donc on s'est dit waouh, c'est un délire, sachant que tout le monde attend pas ça. Son prix était hyper bas, Gu était hyper haut, et en fait là toute la commune à mec, quand tu regardes, quand tu vas sur la courbe de Sougeno, tu vois plein de petits points verts, parce qu'en fait souvent il y en a beaucoup, on met une petite planète verte, un petit point vert comme la planète Namek, donc souvent tu vois la courbe, tu vois une petite bougie, et c'est plein de petites planètes vertes, et puis tout le monde a pu faire de l'AR et se faire plaisir quand le premier match c'est lui qui a été aligné. Malheureusement il s'est blessé rapidement après au mollet, mais en tout cas voilà, on avait la bonne info, quoi, donc ça c'était cool. Et l'année dernière c'était encore pire, on avait fait ça sur 2 gardiens, sur Hayashi, donc qui était pareil, un vieux papy qui était bench toute la saison 2021 sauf la fin de saison, et tout le monde annonçait Keisuke Osako qui est maintenant le titulaire indiscutable, mais en début 2022 tout le monde pensait que ça serait Osako, on le voyait même sur toutes les affiches de présentation dans la ville d'Hiroshima, et avec Piccolo, nous l'info qu'on avait c'était que c'était le papy qui allait démarrer, et donc on a pris de la SR à 0,1, enfin vraiment des trucs à 0,1 à l'époque sur une SR GK, c'était vraiment pas cher, hein, enfin si tu te remets dans le contexte, et Sougeno a démarré. Pareil, il s'est blessé aussi et il a jamais retrouvé sa place. Osako a parfaitement géré l'intérim, mais en tout cas la prévision était bonne, voilà. Et on a eu ça sur ça, et sur Kashima aussi avec Kun Suntae qui a eu la place de Yuya Oki quasiment toute la saison, et pareil on avait bougé pour des prix super intéressants avant le début de saison, donc ça nous a permis de faire de bons petits coups en AR notamment. Ah ouais, non mais là ça fonctionne directement, comme tu dis, c'est vraiment la niche de la niche, très compliqué d'avoir des infos, et quand t'as des infos comme ça, il y a moyen vraiment de bien se gaver. Je me rappelle que j'avais gagné l'année passée un gardien U23 qui était espoir et qui était le remplaçant de Sougeno, mais j'ai oublié son nom. Je sais plus si qui était espoir remplaçant de Sougeno. Ouais. Un U23. On va dire garde-le l'année prochaine, ça sera ça. Il jouera. Quoi ça? On t'a dit garde-le, l'année prochaine il va jouer, c'est ça? Ouais, et puis j'ai viré. J'ai rapidement viré. Ouais, en fait, si tu veux, je pense que ce que t'apprends en jouant l'Asia, enfin comme toutes les divisions, hein, je pense que le but, c'est au bout d'un moment, c'est d'arriver à. Deglingo l'avait très bien dit sur ton podcast, et je suis 100% d'accord avec toi. Le but, c'est d'arriver à rentrer dans la tête un peu des entraîneurs et puis de la mentalité. Je veux dire, au Japon, être vieux, c'est pas un problème. Tu vois, t'as des défenseurs, ils ont 36, 37. Enfin, en Ligue 1, t'en as aussi, mais je veux dire, là-bas, au contraire, t'acquiers de l'expérience. Je veux dire, pour eux, c'est pas un problème de garder un gardien qui a plus de 37 ans, c'est pas un souci pour eux, quoi. Et en fait, nous, malheureusement, on a trop tendance à penser avec notre prisme occidental en se disant il y a le nouveau, il a bien décollé, l'ancien c'est bon, ils vont le mettre au placard et tout. Non, au Japon, ils ont un grand respect pour les gars qui leur ont apporté, qui les ont aidés à se développer, et ils dégagent pas c'est pas le style de la maison de dégager un gars comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que le coup de Sougeno, par exemple, cette année, même si quand on a vu l'info sortir, franchement, on a eu un moment de recul, on s'est dit waouh, c'est quand même bizarre, l'autre il revient, il a été formé au club et tout, et puis après en discutant avec Piccolo en privé, on se dit ouais, mais en fait il a fait une super saison, c'est quand même grâce à lui s'ils sont maintenus, s'ils ont assuré, est-ce qu'ils vont le dégager comme ça? Et en fait on se dit ouais, non, ça ressemble pas à la mentalité japonaise, quoi. Et ça en fait c'est vraiment à prendre en compte quand on joue une ligue comme ça, c'est bien, faut enlever notre prisme occidental, voilà, c'est très important. On ne réfléchit pas de la même manière que nous. De respect aussi qui est très complètement présent. C'est un peu la même histoire, c'est comment il s'appelle ce gardien là, Higashi Gushi là, qui avec Kosei Tani là, c'est pas lui qui Ah oui, je reconnaissais Higashiguchi, oui. OK, ça marche. Ouais, c'est ça. Hein. Le gars, ouais, c'est ça. Vu que tu l'as dit en 2 mots, je cherchais nom prénom, je dis ouais. Non, je devais mettre les lettres à l'endroit en fait. Ouais, il y a pas Higashiguchi, voilà. Non, mais il a un prénom difficile, il a un nom difficile, ouais, pardon, effectivement. Oui, c'est le gardien du et tout à fait, c'est un très bon exemple. Le gardien du Gamba Osaka, l'année dernière, il a été blessé une bonne partie de la saison. T'avais le numéro 2, donc Jun Ishimori, qui a assuré l'intérim, qui a fait, et pour le coup, qui a été vraiment pas mal du tout. Mais quand l'autre est revenu, là-bas, c'est une vraie star. Il les a sauvés plusieurs saisons de suite. Il a repris sa place naturellement. Et là, en début d'année, alors pour le coup, tu vois, voilà, début d'année, j'avais pas bougé sur l'un des 2 gardiens. Mais pour le coup, si j'avais eu une pièce à mettre, pour le coup, j'aurais pas mis Tani. J'aurais mis Higashiguchi titulaire en début de saison. Pour moi, là, par contre, je me serais fait avoir si j'avais bougé sur Higashiguchi, parce que pour moi, c'était une vraie surprise que ça soit pas lui le titulaire. Et puis bon, la Gamba fait un début de saison vraiment difficile, donc ils ont mis Tani au début. Puis là, ça a tourné. À voir ce que ça va donner. Là, sincèrement, c'est une équipe où j'irai pas sur les gardiens. À mon avis, il va y avoir un turnover un peu toute la saison. Ouais, parce que Kosei Tani, il était quand même, il est sélectionné en équipe nationale, non? C'est pas ouais, tout à fait. C'est un jeune et tout. Mais Mehdi, l'année
l'année dernière, Gamba, ils sont ultra relégables, enfin ils sont vraiment dans le fond du trou toute la saison. Higashiguchi revient de blessure, il les remonte à lui tout seul. D'ailleurs, regarde son scoring à ce gars-là sur la fin de saison. Regardé, il tape des 80, 85, des clean sheets improbables. Hein. C'est lui qui les sauve, hein, clairement. Ça à prendre en compte dans la mentalité des Japonais. C'est pas parce que t'as le petit jeune qui revient, comme tu dis, il y a ce côté respect qui est très important. Et je suis pas vraiment de très près le Gamba. Faudrait demander à Will Smith qui les adore. Mais je pense pas que Kosei Tani fasse, je pense pas qu'il fasse des siennes ou des gros problèmes comme certainement tu mets le même cas en Ligue 1, je pense que t'en entendrais parler tous les jours dans les journaux, quoi. D'ailleurs, je dois faire mon mea culpa parce que j'ai dit au début du podcast Deglingo, deuxième spécialiste, mais c'est vrai que j'ai eu Will Smith mais lui, Will Smith, il est un peu partout aussi, mais c'est vrai qu'il est aussi très porté sur l'Asie. Il adore l'Asie, ouais, j'échange beaucoup avec Will lui. Smith, tu m'excuseras d'avoir oublié dans l'histoire. Effectivement. Après, j'allais juste te dire, t'en as d'autres, hein, même, je parle des fois avec Fields, il adore l'Asie aussi, hein, tout à fait. Il est pas spécialisé là-dedans, mais il adore l'Asie. Il y en a beaucoup, qui aiment l'Asie, sans être vraiment grand spécialiste. J'ai retrouvé le nom ce fameux gardien U23 qui était le remplaçant de Sugeno et qui avait fait quelques matchs en fin de saison. Ouais. C'était Kojiro Nakano. Ah oui, d'accord. Et lui, il joue maintenant en deuxième en G2, en deuxième division. Ça se fait beaucoup, ça, hein, de les envoyer en deuxième div. Et il est remplaçant en plus. Ouais, heureusement que je l'ai pas gardé. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est vrai que des fois, ça dépend de ta stratégie. C'est toujours pareil. Il y a des joueurs tu peux tenter, hein, en étant long terme ou quoi. Mais il y a des fois, faut vraiment être très très long terme. Regarde, je te donne un autre exemple d'un joueur qui est très connu des managers Sorare et il y en a, entre guillemets, ça fait 3 ans qu'ils l'attendent, ce gars-là, et il vaut une blinde encore. C'est Zion Suzuki, des Urawa Reds, pardon. Bon, bah, t'as un papy devant qui lâche pas le poste, et pourtant Zion est annoncé depuis longtemps comme étant une pépite du Japon, et ce gars-là, bah, t'as des managers, ils l'ont payé une fortune, en se disant, ça y est, ça va être lui. Pareil, avec le prisme occidental, il va prendre la place. Bah, l'autre, il est toujours là. Moi, ça fait 3 ans que je suis 2 ans et demi que je suis sur Sorare. Il est toujours là, le type. Il lâche pas. Ah oui, il est encore jeune en plus, donc il a encore eu 23 pendant quelques... Mais t'entends partout, ouais, ça va être lui. Est-ce que moi, je voyais les questions qui étaient posées sur le Discord FR. Ouais, vous pensez que Gion, cette année, c'est la bonne et tout. Et en fait, tout le monde l'achète. En plus, très cher. Ils attendent. Ouais, je vois les dernières ventes, c'est 1000 €, quoi. Ouais, bah ouais. Alors bon, là, avec la chute, la carte la moins chère est à 0,35 Ether, un peu moins de 600 €. Donc, mais bon, ça reste quand même élevé. Bien sûr, pour un joueur qu'on ne sait pas utiliser pour le moment. Ouais. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter au niveau communautaire avant qu'on attaque vraiment? Je vais te poser des questions, évidemment. Pourquoi l'Asie, etc. Pourquoi l'Asie, au niveau communautaire, si tu veux encore ajouter quelque chose. Non, déjà, je te remercie infiniment de m'avoir laissé le temps de parler de ça, parce que comme je te l'ai dit, c'était important. Voilà, moi, ce que je peux conseiller à tout le monde, bah, c'est d'avoir une communauté aussi bienveillante que la nôtre, parce que c'est vrai que ça change complètement la vision qu'on peut avoir de Sorare, et en fait, on vit vachement mieux les montagnes russes, parce que déjà, bah, on se soutient entre nous, et puis parce que ce que je dis est valable que si vous êtes parfaitement tranquille dans votre esprit avec votre investissement, sinon, bah, effectivement, ça a pas de sens. Mais c'est vrai que le fait d'avoir toute cette communauté hyper soudée autour de soi, bah, en fait, il n'y a pas grand chose qui peut vous atteindre, quoi. Vous êtes plutôt tranquille. Le seul risque, c'est que Sorare coule complètement, tombe à zéro, et que vous puissiez plus jouer au jeu. Mais sinon, franchement, moi, je prends autant de plaisir maintenant qu'il y a. J'y crois pas trop. Je peux pas y croire et j'y crois pas trop non plus. Mais c'est vrai que le fait d'être soudé. Et moi, quand j'avais tout vendu avant de rentrer, je suis re-rentré assez rapidement. Ouais. Vraiment, c'est l'aspect communautaire, moi, est aussi très très important pour moi. Comme tu dis, je me suis fait des potes autour. J'aime bien recevoir des messages. Encore hier, j'en ai reçu 2 comme ça de personnes, mais vraiment qui cherchaient rien, tu vois. De temps en temps, j'ai des messages, puis je réponds, puis elle me dit ouais, mais tiens, j'ai des questions à te poser au niveau stratégie, bazar, machin. Et là, c'était vraiment des messages désintéressés en disant bah écoute, j'ai découvert ton podcast, j'adore ça, et c'est vrai que ça fait plaisir parce que finalement, je le fais de manière totalement bénévole, et je le fais avec plaisir, et voilà, et avoir ces discussions aussi toutes les 2 semaines avec des managers qui sont passionnés et sympathiques pour l'écrasante majorité, bah c'est gai. Et puis de temps en temps, bah voilà, si on est en France, s'ils sont en Belgique, si on est autre part, bah on peut aller boire un verre ensemble, se conseiller des bonnes bouteilles de rhum, si je pense à 2 managers en particulier. Donc c'est vraiment l'aspect communautaire vraiment a pris le dessus. Ouais. Mais comme tu dis, il faut vraiment être tranquille avec son invest, avec l'argent qu'on a mis dedans, parce que
quoi qu'on en dise, ça reste quand même un jeu d'argent malgré le développement du gameplay gratuit, quoi. Non, mais totalement. C'est sûr que moi, le premier, je serais très content si, et puis notamment, Madame arrêtera de me prendre la tête si je lui dis on part en vacances grâce à la vente de cartes soir, on est bien d'accord. Mais tout à fait. Voilà. Mais c'est, mais c'est pas enfin pour moi aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui, l'argent que j'ai mis sur Sorare, je suis prêt à la perdre. C'est pas une fin en soi. Voilà, c'est vraiment. T'es très à l'aise, t'es tranquille. Ouais, c'est comme un hobby. C'est comme un hobby qui coûterait très cher. Voilà, tu vois, je vois ça comme. Je fais pas de golf, mais je me dis voilà, si je joue au golf et que je devais m'équiper, bah tu vois, je vois ça comme ça. Voilà, tu vois, là, je vais jouer au golf. 2 ans d'abonnement au golf, plus ou moins. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est comme ça que je vois ça. Maintenant, si le sujet on en parlera, je pense plutôt à la fin, mais si le projet se pérennise et va où moi j'espère qu'il va aller. Bon, bah je pense qu'on devrait finir par retrouver nos vies, quoi. Mais certaines. Ouais. Voilà. Alors bon, l'Asia, t'en as parlé en long et en large, mais pourquoi? Ouais, ok, c'était la niche, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres points aussi vraiment qui t'ont convaincu d'aller dedans pour le SO5? Ouais, alors. Donc bon, le premier, on en a parlé. Pour moi, c'est surtout quand je suis rentré à l'époque. C'est toujours pareil. On parle de ça maintenant où tout a dégringolé. Mais quand je suis rentré, le rapport qualité-prix, pour moi, il était quasiment imbattable. Après, t'avais peut-être la MLS où tu pouvais retrouver des joueurs un peu sensiblement pareils. Mais je veux dire, des joueurs. C'était moins cher l'Asie. L'Asie, je te confirme. Ouais, l'Asie, l'Asie, c'est clairement. Enfin, pour moi, je me disais, mais je regardais, je ponçais SD. Je me disais, mais quand tu sors les rankings, t'as des mecs qui se plaçaient dans les 10 premières places. Mais ils valaient 3 fois moins cher que tout le monde. Bon, je disais, mais ils sont blessés, qu'est-ce qu'ils ont? Bah non, ils sont en Asie et tout le monde flippe d'aller en Asie. Ah bon, moi je vais y aller en tout cas. Donc voilà, j'avais pris des exemples là, tu vois, comme ça, mais bon, là pour le coup c'est assez récent, mais alors j'ai pris des mecs que tout le monde connaît, hein. J'ai pas été chercher des gars dans des clubs un peu moins connus. Tu prends Sho Sasaki à Sanfrecce en défense par exemple, donc il joue à gauche ou au milieu dans une défense à 3, il fait un A de dingue, il a un A de 30, il est jamais blessé. Je me suis amusé à regarder la dernière game week qu'il a raté, c'était la game week 256. Enfin, tu vois, faut remonter un petit peu pour une game week. Donc, autant dire que le gars est jamais blessé. Et aujourd'hui, pour tout te dire, je l'ai même acheté là entre midi et 2 à un collègue du Discord. C'est un gars qui vaut 0,3. Quand tu vois son scoring et son L40, c'est difficile d'avoir un comparatif avec d'autres divisions. Il est pour moi, il est hyper intéressant. Et pour le coup, on parle de DNP, mais lui, il est ultra safe. Alors, il suffit que je dise ça, tu vois, qu'il va se faire les croiser, mais sinon, ce gars-là est plus que safe. Il fait de super scoring en permanence. Bon, aujourd'hui, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Ça, j'ai pris un def. Au milieu, tout le monde le connaît. T'as Shinjino. Alors, il a changé de club cette année. Là, je pense qu'il faut le temps qu'il s'adapte un peu à Incheon. C'est un peu plus compliqué, mais il était à Pohang, là. Il était capitaine de Pohang. Le gars, il t'appelle. Score de fou. Hein. Attends, moi, je l'ai eu toute l'année dernière. Ça a été ma carte la plus rentable. Il faisait 42 AA. S'il faisait un DS, c'était 100 automatique. Bon, sincèrement, à un moment, je le suivais et je m'amusais. C'était un moment où Kimmich était très en forme. Et sans déconner, il était aussi fort que Kimmich. Mais il valait 10 fois moins. Enfin, tu vois, je veux dire, je me disais, bon, t'as des gars comme ça, franchement, ça vaut le coup. Et puis, en attaque, tout le monde le connaît. Mais, alors lui, pour le coup, il est moins safe. Il se blesse souvent. Mais c'est Zinnia, quoi. T'as vu, on en a parlé. Hier sur Twitter, t'en as parlé. Il y a Gallo qui l'a pris à 0,37. Mais malgré tout, c'est Zinnia, regarde son scoring. 0,37. Mais où t'as un attaquant à 0,37 qui fait un scoring pareil? Ouais, quasiment décisif à chaque match. Par contre, j'ai une petite question. J'ai vu son dernier match, il faisait quand même banquette. Bon, il est monté les 30 dernières minutes, il a marqué. Ouais, alors bon, dans le Discord, on va dire, on suppute parce que ça jouait contre John Book et l'année dernière ça avait fait la même chose en fait sur ce match-là. Donc est-ce que Daegu, il y a plusieurs choses qui se disent. Soit il avait pris, c'est vrai que il est super fort ce joueur et en tout cas par rapport au niveau de la Corée et donc il prend pas mal de coups. Donc est-ce qu'il avait pris beaucoup de coups le match d'avant, il avait besoin d'être mis au repos. Est-ce que vu que John Book c'est quand même la grosse équipe avec Ulsan de la Corée, est-ce que Daegu a fait un peu l'impasse sur ce match-là en disant bon on va pas risquer de le blesser, on en a besoin pour plus tard dans la saison. Mais sincèrement c'était une surprise. Moi quand j'ai vu en début de match qu'il était bench, même moi j'étais assez surpris. Je pensais même qu'il était blessé parce que c'est quand même un joueur qui se blesse assez régulièrement. Là-dessus c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, il a suffi de 20 minutes. Il a mis 20 minutes et il a encore DS quoi. Et donc c'est un joueur qui est vraiment très 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 fort. Donc ça, la partie ROI, voilà. Donc bon, pour moi c'était la partie rapport qualité-prix qui était pour le SO5. Je trouvais que c'était top, l'Asie, imbattable. Ouais. Je m'étais mis aussi le côté un peu exotique entre guillemets, mais surtout le fait qu'on ait un manque d'informations sur les compos, les blessures et tous les transferts.
En fait, c'est une magnifique barrière à l'entrée. Et après, t'as des gens entre guillemets, comme toi, tu le dis des fois. Ouais, l'Asie, j'y touche pas. Le nombre de fois où j'entends l'Asie, c'est DNP Land. Ouais, on n'a pas d'infos. En fait, ça pour moi, en tant que Jirko et t'aimes bien entendre ça, quoi. Oui, en tant que stratège, je me dis waouh, là, j'ai un truc, faut que je creuse, quoi. Si j'arrive à acquérir suffisamment de compétences là-dedans où personne veut aller, je vais avoir un vrai avantage concurrentiel assez important. Ça vaut le coup de creuser ça. Alors par contre, j'ai démarré de zéro, j'avais aucune connaissance, j'avais jamais suivi un match du Japon avant de m'intéresser à Sora. Donc là, pour le coup, j'avais vraiment du taf. Mais bon, voilà, quand on se met dedans tous les jours régulièrement, sincèrement, ça se fait. Ça finit par rentrer. Et c'est vrai que voilà, l'aspect barrière à l'entrée, quand même, pour moi, était super important parce que je voulais pas y mettre non plus des milliers et des cents. Et aujourd'hui, tout le monde était capable de savoir que tel gars en Europe, dans une grosse équipe, va être titulaire. En Asie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi, c'est le deuxième point. T'as pu limiter la casse des DNP? T'as une idée du pourcentage? J'en ai aucune idée, mais on va dire qu'on déjà, tu le dis très bien tout le temps, Mehdi, et j'applaudis dès demain quand tu le dis. C'est déjà regarder les matchs, ça vous donne quand même des grosses idées. Voilà, vous voyez qu'un gars, il s'est tenu la jambe un peu, et pourtant il est sorti, il est pas marqué blessé, mais il traîne un peu la patte en sortant. Bon déjà ce gars-là, je vous l'alignez pas. Enfin voilà, de base. Bon, si tu regardes pas le match, c'est pas marqué sur SD. Le match d'après, tu te prends un DNP. Enfin, tu vois, ça c'est des grands classiques, mais en même temps, on le voit tout le temps, quoi. Et sincèrement, les DNP, à part mon Némésis, que sur mon Discord tout le monde se moque de moi avec lui, à part Kevin Muscat, qui est l'entraîneur du Yokohama, qui m'a tué je ne sais combien de podiums en Asia, parce que lui, pour le coup, il fait vraiment tourner très fort et il est imprévisible. Mais à part lui, sincèrement, t'arrives quand même à avoir des infos, des idées de compos, des interviews de coach, des interviews de joueurs aussi. Enfin, on arrive quand même à avoir des infos. On se plante comme tout le monde, ça nous arrive d'avoir une belle surprise. Là, depuis le début de saison, j'en ai pas une en tête. Si, j'en ai eu une là qui elle m'a plombé ma cape 240 rare. C'était Jun Amano qui s'était blessé aux côtes, mais on a su qu'il s'était blessé aux côtes après le match où il a été DNP. Ah oui. Okay, voilà. Ouais. Mais à part ça, souvent on a les infos avant, souvent. Et d'autres raisons? La culture, je sais pas, moi. J'allais y venir, c'est très important pour moi, effectivement, la culture japonaise, ça m'a complètement fait dévier. Déjà, un truc tout bête, mais mon film préféré, c'est Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. J'adore ce film. Je le trouve magnifique, la BO est top. Enfin voilà, je trouve ce film génial. Et puis j'adore ce côté respect que les Japonais peuvent avoir. Pour moi, c'est des valeurs vraiment, les valeurs qu'ils mettent en avant. Moi, ça me parle dans mon quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui a été aussi important pour moi. Je me souviens, j'avais regardé quand j'avais acheté les cartes de Kobe, j'avais regardé un match donc de la saison 2021. Alors ils ont fait une très belle saison, je crois qu'ils avaient fini 3e. Mais il y a un match où ils ont pris une tôle à domicile, et à la fin du match, tu les vois arriver vers leur public, tous en ligne, et ils commencent à s'incliner devant leur public, et t'as tout le public qui les applaudit et tout. Là, je me suis dit mais j'aime trop ce pays, quoi. C'est en France, on leur a acheté des tomates, voilà, les gens seraient partis avant la fin du match. Là-bas, c'est pas du tout cette culture-là, et je trouve ça, pour moi en tout cas, c'est important, et la culture japonaise, je trouve ça génial. Et puis en plus, j'ai baigné je suis la génération Club Dorothée, donc on a baigné dans les mangas, voilà, les animés. Dans les animés, exactement. Donc voilà, il y a plein de dessins animés qui me parlent et que j'adore, donc qui viennent tous de là-bas. Donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore qui m'a fait dévier? Il y a pas mal d'arguments. Ouais, il y avait pas mal. Il y avait le petit côté aussi. Alors ça fait partie des barrières à l'entrée, mais ce côté justement, tu sais, un peu comme une bête féroce dure à apprivoiser, tu vois, le côté un peu difficulté accrue. Moi, quand je fais un jeu vidéo, par exemple, j'aime bien mettre la difficulté au max. Je galère, mais je finis toujours par y arriver. Au bout d'un moment, tu finis par apprivoiser le truc. Et là, ça me faisait un peu ce truc-là, tu vois. Je me suis dit, en plus c'est la galère. Ça va être difficile. Je vais prendre des coups, mais je vais finir par apprendre et ça va rentrer. Voilà, moi, c'est un petit truc aussi. J'ai ce petit côté un peu maso aussi de mon côté. T'es parti en fait au Japon depuis Non, j'y suis pas allé. Par contre, c'est mon top 1 list. Ma femme veut absolument qu'on aille côté Amérique du Sud. C'est un très bon choix aussi. Voilà, je sais que t'aimes beaucoup là-bas aussi, effectivement. Donc elle veut qu'on aille découvrir ça, mais je suis quand même, je pense que je vais avoir le lead parce que je la saoule trop pour qu'on se fasse un beau voyage au Japon. Et puis là, c'est vrai qu'en plus on a reçu il y a assez peu de temps, on a un des gars du Discord du noyau dur là qui a fait un voyage de 2 semaines. Il nous a fait un super reportage photo avec plein de choses à visiter, à manger. Et franchement, il m'a mis la chauffe, faut dire ce qui est quand j'ai vu
j'ai vu les photos, je dis faut vraiment y aller, c'est juste magnifique quoi. C'est juste magnifique. Donc ça fait partie ça fait partie des gros projets. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Bon, je pense tu veux encore ajouter quelque chose? Non. Je pense que Asia. Moi, ce que je voudrais savoir, et là on va attaquer un peu la partie marché actuelle, tes objectifs actuels et futurs sur Sorare. Ouais. C'est vrai que c'est difficile maintenant, on navigue un peu dans la tempête, etc. Mais quels sont-ils? Qu'est-ce que tu t'es fixé finalement comme objectif, à part évidemment rester actif avec la communauté, mais si tu regardes ta galerie, toi en tant que manager. Ouais, bien sûr. Alors moi, je vais en faire bondir plus d'un, je pense, parce que moi j'ai envie d'aller complètement à l'encontre de ce que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de managers cherchent à sortir, donc ils cherchent à passer sur une scarcity inférieure parce que plus liquide, donc plus facilement revendable. Moi, je suis plutôt en train de monter en scarcity. J'ai déjà commencé là à avoir pas mal de super rares depuis. J'ai beaucoup acheté pendant la trêve pour le coup à des bons prix, et notamment en Asie, parce que c'est pareil, les super rares en Asie, t'arrives à faire quand même des bons coups. Et là, je pense que je vais encore accentuer ça. Pour moi, pourquoi? Parce que déjà, je serai plus contraint par la supply de Sorare, qui est clairement un vrai problème. Et on le voit notamment sur les limited. On n'a pas assez d'onboarding, enfin pas de façon suffisamment importante pour absorber la supply des limited. Et on voit les limited, c'est les montagnes russes en permanence. Et là, sincèrement, en ce moment, les prix, c'est vraiment la folie. Alors, en rare également, en super rare également, mais je trouve avec un levier moins important. Comme je le dis et comme je le disais hier à un gars qui m'en parlait sur notre Discord, je disais, malgré tout, les super rares, t'en as maximum 40 par joueur, quoi. Et encore, je me trompe peut-être, c'est peut-être 30 ou, enfin voilà, t'en as. Ça, entre guillemets, c'est pour moi, c'est un peu un refuge aussi. Donc, si ça marche, ce que je te dis, bien évidemment, si Sorare se pérennise dans la durée et si t'es long terme, avant que on arrive à absorber la supply des limited, je pense qu'il va se passer beaucoup de temps. Il va falloir qu'il y ait un paquet de monde qui rentre sur le jeu. Et on voit bien la courbe, même si elle continue à monter, le nombre quotidien de joueurs, il est à peu près stable. C'est pas exponentiel, comme ça a été le cas en 2021 où on voyait vraiment une courbe qui était décorrélée. Voilà, là, ça n'a plus rien à voir. Et donc, quand on imagine qu'ils peuvent ressortir encore, c'est quoi? C'est 500 joueurs à peu près en limited qu'ils arrivent à sortir, qu'ils arrivent à miner au niveau des cartes. Par an, tu sais. Quoi? Par an, ils sortent combien de cartes à peu près maintenant de limited? Par joueur? Ouais, par joueur, pardon. Ouais. C'est difficile à dire. Franchement, c'est difficile à dire. Là, c'est vrai qu'on n'atteint jamais le supply maximum. Non, bien sûr. Mais on est au moins entre 300 et 500, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, même un peu plus. Ouais, même un peu plus. Là, actuellement, déjà, j'en discutais justement avec un manager avant-hier. Non, il se passe le manager, c'est David Boga Junior, qui est aussi dans Média Sorare, et on regardait les enchères actuelles, et il y avait Mbappé qui se terminait hier. C'était seulement la 34e carte de la saison, quoi. 34, d'accord, okay. Donc, il y a eu quelque part, finalement, je pense, du côté de Sorare, un ralentissement. Kimmich, on avait regardé, c'était plus ou moins 40, 45. Donc, on n'est même pas atteint donc, ça veut dire que ça risque de continuer, quoi. Et donc, s'il continue à imprimer, ça veut dire aussi, comme on se rapproche quand même très très fortement de la fin de saison, que ça risque encore de chuter, sauf gros revirement. On attend les annonces avec impatience, mais oui, les limited, là c'est même plus des montagnes russes, quoi. T'as l'impression d'avoir une descente de 3000 mètres au niveau de la mer, quoi. Non mais voilà, donc c'est pour ça. Donc moi, vu que je ne souhaite pas sortir du jeu, et vu que je suis long terme, parce que je crois à ce projet, j'estime que les bases, elles sont solides. Enfin, ils ont quand même signé toutes les plus grosses ligues. Enfin, je vois quand même plein de choses très positives, même si on évoquera après tout ce qui va pas. Mais voilà, ils ont monté quand même un projet magnifique. Et enfin, je trouve que t'en es le meilleur exemple. On est drogué, t'es sorti, t'es re-rentré. Je veux dire, parce que malgré tout, alors il y a certainement l'aspect, si ça repart, j'ai pas envie de rater le coche. Mais il y a aussi l'aspect parce que t'aimes l'aspect communautaire, et parce que t'adores le jeu, t'adores aligner tes cartes, je pense. T'as résumé les principales raisons, et puis aussi c'était pour moi un nouveau jeu maintenant, parce que l'objectif de rentrer, c'était ok, je vais recommencer à jouer évidemment avec un invest avec lequel je suis à l'aise, parce que la valeur galerie que j'avais avant, c'était quand même des sommes conséquentes, et je suis père de famille, etc. Donc il y a moyen de faire pas mal de choses avec ça, de constructif pour au niveau familial. C'est pas comme
comme si j'étais tout seul et finalement je m'en fous. C'était pas le cas. Donc là, je dis, je vais rentrer avec une somme qui est quand même pas mal. J'ai une galerie, on va pas te parler de valeur, mais bon, j'ai mis 20 Ethers et pour le moment, ça vaut 19 Ethers. Mais je me dis maintenant, je me diversifie. Ouais, c'est pas mal, mais bon, en même temps, ça fait pas longtemps que je suis rentré, ça fait un mois. Mais là, je me dis, voilà, je me rediversifie totalement. Il y a plus de tabou, c'est-à-dire on va en Asie, on va en America. J'ai par exemple Quintero en rare et en SR qui joue en Colombie. Je vise les papilles parce que les papilles, ils coûtent moins cher à l'achat et en général, ils sont quand même très vite rentabilisés. En tout cas, bien plus vite qu'une pépite. Donc, ça rentre aussi dans la stratégie. Et c'est vrai que les vieux, j'ai toujours aimé les vieux pour cette raison-là. Mais je touche à tout. Et puis surtout, je m'interdis d'acheter des GOAT. Des GOAT métasorars, jeunes, etc. Je dis non, parce que finalement, la stratégie que j'avais eue avant, je dis je veux prendre que des blue chips parce que je sentais la baisse qu'elle allait venir. Et je me dis, avec eux, ce sont les joueurs finalement qui sont susceptibles de garder le plus une sorte de valeur refuge. En fait, non. En fait, non. C'est ceux qui sont ramassés le plus. Et finalement, ceux qui valaient pas tellement comme joueurs, oui, là, il y a eu une baisse aussi, mais moins drastique, quoi. Bien sûr. Ça se voit moins. Et donc finalement, la galerie que j'ai aujourd'hui, si tu vas regarder mes joueurs euros, ils ont bien baissé, mais j'ai des autres joueurs qui ont pris de la valeur, et donc finalement, je veux pas dire que c'est en équilibre, mais voilà, ça se compense. Ça se compense. Tout à fait. Tout à fait. Après, il y a donc c'est un nouveau jeu. Non, c'est parfait avec des vieux et des sous-marins. Ouais, non mais je vois tout à fait. Alors déjà pour tous les auditeurs, sachez que Mehdi maintenant effectivement joue l'Asia et vient me poser des questions Asia, donc faut quand même le signaler. Ça tu peux le dire. Quand j'ai vu tes premières questions, je dis oula, c'est bien toi Mehdi, t'es sûr? Ouais, donc j'ai pris Yoki, mais je dois encore prendre l'autre là. Ouais, il faut aller le chercher. Ouais, voilà, je vais attendre. Mais en fait, j'espère qu'il y a des cartes aux enchères qui seront mises bientôt. Donc pour info, là, on est en train d'enregistrer en direct. Et, Sorare vient de lancer les nouvelles cartes MLS de la nouvelle saison. Ah là, ça y est, pendant qu'on parle. Ça y est. D'accord. Là, ça y est. Okay. Là, il y a 5 minutes, ils ont lancé ça. Et donc, moi, j'espère que l'Asie va arriver. Ouais. Là, ils avaient bloqué avec les problèmes de couverture. Au Japon, ça tombe bien. Donc, mais il y a pas d'accord. C'est avec le Japon ou la Corée? Japon, ils ont pas re-signé. Alors Nicolas m'avait répondu sur Twitter avec ses petits yeux là qu'il aime bien nous mettre de partout là, petits yeux et petits sabliers. Mais bon, c'était il y a 2 mois qu'il m'avait répondu. Et depuis on n'a pas de nouvelles. Donc on en rigole beaucoup sur le Discord de ça. Donc voilà, mais depuis on n'a pas de news. Et c'est vrai que moi qui suis passionné par la Divasia, aujourd'hui c'est un peu malheureux, mais je joue pas la Divasia quoi. Je la joue pas. Je suis obligé d'aligner. Parce qu'il y a rien à gagner derrière. C'est trop faible. Le pool est trop faible. Et puis j'aime de plus en plus la K-League, je m'y intéresse de plus en plus, mais je suis plus G-League que K-League, et c'est vrai que voilà, moi je veux gagner aussi des joueurs de G-League, et aujourd'hui on peut pas. Et c'est vrai que cette division là, on a vraiment le sentiment, alors je sais que ça peut faire grincer des dents par d'autres membres de la commu, mais nous on a vraiment le sentiment d'être encore plus mis de côté que les autres quoi. Je veux dire, les dernières décisions qui ont été prises, tu sais, la fameuse changement de deadline qui pour pas mal de managers, ils s'en rendent pas compte, mais la deadline à 16h, ça a coupé nos game week pour certains en deux. Il y a des mecs qui se retrouvent avec leur gardien qui joue en midweek et le reste de l'équipe qui joue sur la game week du week-end quoi. Donc ça a été, quand on a râlé à ce moment-là, moi sincèrement je suis extrêmement positif sur le jeu et j'émets très rarement d'avis négatifs, mais là vraiment pour le coup. Et le pire c'est que ça m'impactait pas moi parce que j'ai une profondeur de galerie qui me permet au contraire, j'ai même pu doubler mes game week. Mais je veux dire, je sais que j'ai plein de potes dans le Discord, ils ne pouvaient plus jouer. Ils ont été obligés de faire des achats-reventes à la baisse pour aller récupérer et ça c'était quand ils ont sorti cette décision, c'était à 3 semaines de la reprise. Enfin, tu vois, pour te retourner, c'est quand ça fait 3 mois. Exactement, tu te fais toute une stratégie et ils arrivent, ils te démontent ça en un truc, boum, ils t'ont tout démonté. Et là tu fais qu'est-ce qu'ils nous font? Juste après, non renouvellement de la G-League, on voit les cartes qui apparaissent pas, on dit oula, qu'est-ce qui se passe? On voit plus les clubs affiliés à Sora. Deuxième coup de massue quoi. Exactement, deuxième coup de massue. Un truc tout bête aussi, mais quand il y a les drafts, la seule draft qu'il n'y a pas, c'est l'Asia. Ils vont faire la draft MLS, là ils l'ont annoncé, il y a la draft, tu sais, pour les différents championnats européens et tout, mais l'Asia, t'as pas de draft. Donc ça fait encore une chose supplémentaire. Et puis là, la cerise sur le gâteau, on va dire, même si là, on va dire qu'ils y sont pour rien, mais bon, je trouve que ça s'anticipe un petit peu quand même. C'est changement de, tu sais, un tout petit peu. Ouais, oui. Ils auraient pu faire ça à la fin du championnat ou la trêve ou même, à partir de tel game week, mais pas dans 5 game week, quoi. On est bien d'accord. Et puis le dernier truc qu'il y a eu,
c'est sur la K-League avec les problèmes de scoring là. Tu sais, Opta maintenant Opta a plus c'est plus le leader enfin ils ont plus le contrat de la K-League, donc on joue plus le même jeu que tout le monde, quoi. C'est-à-dire que nous on a les scorings 24 à 48 heures après, quand on les a, parce que la première fois que ça arrivait, il y a eu un match qui a pas été couvert. Donc on se retrouve avec les histoires où t'as que les DS qui sont comptabilisés, quoi. Enfin 35 pour les attaquants, 25 pour les remplaçants et les DS. Ah c'est franchement quand t'es joueur Asia, faut être bien accroché quand même, hein. Faut vraiment être passionné, ouais. Ah ouais, faut être passionné parce que on a l'impression, tu sais, qu'ils nous remettent un coup sur la tête, tu sais, comme une taupe là, tu sais, le jeu des taupes qui sortent avec les marteaux là, ouais. pam, ils toi, nous en mettent de sortir par là, non, tu rentres dans la taupinière. Retourne dans ton trou. Donc voilà, mais bon, ça c'était le petit coup de gueule, j'ai passé le message, mais c'est vrai que ça a été à ce niveau-là quand même, je trouvais que c'était, on a passé un sale quart d'heure, quoi. Bon, maintenant, je comprends. Ouais, on adore ce jeu. Il est complètement justifié. Ouais, on avait pas mal échangé en plus ensemble. Je me souviens au début, tu t'avais pas forcément pris l'ampleur du truc, et quand je t'avais expliqué après, t'avais dit ouais, effectivement, ça vous. Ouais, et pour être tout à fait transparent, j'avais réagi. Je me dirigeais. J'étais à Paris pour le match NBA. Je me dirigeais vers les bureaux Sorare, et puis j'ai vu ça, puis j'ai répondu. Et moi, je pensais aux personnes avec qui j'échange régulièrement et qui sont de l'autre côté du monde. Ils doivent se lever en plein pendant la nuit, etc. Mais c'est vrai que j'avais oublié le fait que là, la Game Week, il y a des matchs qui se retrouvaient de la même journée de championnat sur 2 Game Week différentes. Et ça, évidemment, ça c'est pas faisable. C'est très compliqué. Voilà, les gens qui ont des petites galeries, etc., qui ont justement pas la profondeur pour pouvoir aligner assez de joueurs pour aligner une line-up, je comprends parfaitement leur frustration. Bah c'est ça. Le seul moyen pour eux maintenant, ça a été de faire beaucoup ont fait ça, c'est des full stack, quoi. Au moins t'es tranquille, t'es en équipe, elle jouera forcément. Tu te fais un full stack, bon bah au moins t'es sûr de pouvoir jouer dans la bonne game week. Mais entre guillemets, on joue pas au même jeu que tout le monde. C'est ça que je veux dire, quoi. Non, tout à fait. C'est le côté un petit peu problématique. Et si on je reviens un peu sur ma stratégie. Sur tes objectifs. On est parti un peu ailleurs, mais c'est pas grave. Mais sur les objectifs, moi je vais essayer de monter en rareté, de jouer de plus en plus les SR. Notamment, pour l'instant, en tout cas, je joue la cape 240. Depuis que l'Asie a repris, j'ai fait 3 sur 5. Je parle des paliers. J'ai fait 3 paliers sur 5 et j'en ai raté un pour 0,16. Enfin, autant dire vraiment pas grand chose. Et je trouve que c'est très rentable. Alors, ça l'est certainement encore plus maintenant. Mais quand t'achètes des SR en Asie, et franchement, j'ai monté une équipe SR gardien inclus pour moins de 0,7. Là, quand tu chopes le palier qui est actuellement au cours de l'Ether actuel, on est à 0,06, quelque chose comme ça quand tu chopes un palier SR. Franchement, moi je trouve qu'à la rentabilité, plein de gens se plaignent, etc. Je peux entendre. Quasiment à 10%, quoi. Pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour moi, c'est le top. Je pense que, bon, en plus, j'ai fait une bonne perf en 240, donc elle a déjà été rentabilisée, l'équipe, mais sans même parler de gagner une carte. Si vous réfléchissez un peu, vous montez, vous avez un tout petit peu de profondeur, j'allais dire à un Ether, ça vous donne de la profondeur. Vous avez une équipe SR. Franchement, je trouve que c'est quand même très rentable. Enfin, moi, en tout cas, j'aime leur nouveau gameplay. Clairement, je suis fan de ce qu'ils ont fait. Je sais que beaucoup aimaient les anciens paliers où on pouvait aligner. J'entends, je comprends, au niveau du ROI, c'était bien plus intéressant. J'ai aucun souci avec ça. Largement, mais de fait d'en avoir mis en SR, c'est très bien. Moi, ça m'a fait. Moi, clairement, en fait, je m'adapte à ce qu'ils font aussi. Donc, moi, ils ont fait ça. J'avais peut-être 2-3 SR que j'alignais surtout, tu sais, pour faire de la D3 Asia. Moi, j'ai vu le gameplay, boum, tout de suite, j'ai commencé à m'intéresser à fond au marché SR. J'ai commencé à acheter mes SR. Voilà, je suis aussi j'essaie de suivre un peu le mouvement, quoi, ce qu'ils veulent mettre en place, de réfléchir, comment dire, de me dire où ils veulent nous emmener et pourquoi ils le font. Et donc j'ai dit bon ok, go, on y va. Et là la prochaine étape, ce que j'aimerais faire, et je vais peut-être essayer de profiter justement des baisses de prix de dingue, c'est peut-être aller me chercher une unique. Alors bien évidemment une Asia qui coûtera pas des 1000 et des 100, hein. Il y en a, je pense à 0,4, 0,5, je dois pouvoir choper quelque chose qui tient la route, hein, quelqu'un qui joue, et puis d'essayer de commencer à faire un peu de la kick-off. Franchement, ça serait génial de jouer un peu de la kick-off unique. C'est bien, c'est une bonne idée. Mais c'est vraiment du SO5, hein. Enfin, tu vois, je suis pas en mode ROI, machin. Voilà, moi l'idée c'est de m'éclater en fait, hein. Je veux juste m'éclater. Vibrer devant les matchs et les joueurs que tu prends. Exactement, voilà. Sans me prendre la tête aller regarder ma galerie qui dévisse. Bon, elle dévisse, c'est pas grave, mais je m'éclate sur le jeu. Et puis je suis avec mes potes et l'aventure elle est géniale. Enfin après. Et donc utiliser tes paliers pour acheter cette future ouais, par exemple, ça ou des ventes, parce que j'ai un paquet de cartes que j'avais pris pour. J'ai quand même pas mal de cartes que j'aligne pas, hein, que j'avais pris pour faire un peu d'AR. Tu vois, j'ai 2-3 mecs là en attente je sais qu'il devrait y avoir une ou deux news qui devraient arriver. Bon, normalement, je dis bien, dans un marché normal, ça aurait dû les faire pump. Bon, là, peut-être que ça va juste les remettre au prix d'achat. Mais l'idée, c'est de revendre aussi quelques cartes
carte pour pouvoir me l'acheter. Bah, je te cache pas que depuis que j'ai vu le prix hier de Cézinha, qui était le seul attaquant qui me manquait en rare, enfin je parle des gros attaquants Asia, je pense que la classe Cézinha va passer avant l'unique là pour le coup, parce que j'ai pas trop envie de passer à côté. Alors autant je te dis ça et dans un mois il est encore divisé par 2, mais bon là vraiment il me chauffe beaucoup ce joueur là. Au prix où il est actuel, c'est vraiment intéressant. Je suis aussi intéressé. Ah, très bien, on en a parlé hier en plus, donc oui. Je suis intéressé aussi par ce joueur là. Bon, l'heure elle tourne très très vite. Ouais, on est quasiment déjà à 1h30. On va attaquer le questionnaire rapide pour l'invité. Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sora? Vie réelle, alors j'ai vraiment hésité entre deux, mais Benzema et j'aime énormément aussi Steven Gerrard. En gros, ils ont la particularité, c'est des joueurs quasiment d'un club. Bon, Benzema a joué à Lyon, mais je veux dire, ils ont fait quasiment toute leur carrière dans un seul club. Et moi, cet aspect un peu fidélité au club, comme on n'en voit plus, j'aime beaucoup. Comme des Totti, des Maldini, des mecs comme ça. Voilà, moi, ça me parle, ça. J'aime beaucoup. Puis on n'en voit plus dans le foot. C'est important. Et puis Benzema, parce que bien évidemment, des Messi ou un Messi à Barcelone. Ah Messi, ouais, effectivement, t'as raison aussi. Alors après, je suis d'accord, mais tu vois, voilà, fin de carrière, j'avoue que je suis un peu déçu, tu vois. Ah oui, moi aussi. Voilà, pour moi, c'est dommage qu'il aurait dû finir, tu vois, il aurait dû faire peut-être 1 ou 2 ans de plus au Barça, bon, s'ils avaient pu le payer, et puis peut-être faire comme Gérard l'a fait, tu vois, faire une saison 2 en MLS. Je pense qu'il était partant pour et que, ouais. L'ancienne direction du Barça a quand même fait des erreurs. Enfin bref, on sort du sujet. Mais Steven Gerrard, à Liverpool, quel joueur. C'est 2 joueurs que j'aime particulièrement, où j'étais très fan. Puis Benzema aussi parce qu'il est de Lyon, il vient de Terraillon. Moi, j'ai grandi jusqu'à mes 30 ans à Bon-Terraillon. Voilà, tu sais, c'est un peu la proximité géographique qui fait que tu suis quelqu'un. Ouais. Et puis c'est un magnifique joueur. Et puis pour un attaquant en plus, il joue très collectif. Et c'est très rare pour un numéro 9. Donc voilà. Ça, et puis dans le jeu, c'est Shinosuke Tanaka, hein, tous ceux qui connaissent un l'ancien peu GOAT. L'ancien GOAT. Je dis l'ancien GOAT parce que je l'ai pris, je l'ai aligné et là je le mets en cap. Je le mets plus dans mes très belles équipes parce que... Ouais, c'est plus un joueur de cap actuellement, je suis d'accord avec toi. Mais t'as vu, si tu regardes son scoring avant blessure, c'était la folie. C'est énorme. Franchement, c'était énorme. Et moi, c'est le joueur, quand je suis rentré sur Sora, c'est le joueur qui me faisait rêver. J'avais regardé des matchs de Yoko, je disais, wow, c'est quoi ce gars? C'est un rock. Franchement, impassable. Il faisait un AA de fou. De temps en temps, il y avait un DS. Enfin, franchement, je voyais toutes les équipes qui gagnaient. Il y avait du Atanaka dans leurs équipes. Ouais, c'est le joueur que je voulais absolument dans mon équipe. Et puis j'ai réussi à l'acquérir. Plus qu'un Kikuchi à l'époque? Ah ouais, moi c'était Atanaka. Ouais, vraiment. Okay. Après, je trouvais Atanaka plus technique. Kikuchi est peut-être encore plus physique. Puis il prend tous les ballons de la tête. Mais Atanaka, ouais, c'est vraiment le gars qui me faisait bien vibrer, quoi. Bon, après, j'aurais pas craché sur avoir une défense, un SO5 avec Atanaka Kikuchi, hein, ça m'aurait pas gêné. Mais ouais, Tanaka, je voulais vraiment. Puis j'ai été le chercher quand il s'est blessé, qu'il avait bien descendu. Puis il nous a fait une saison 2022 hyper compliquée. La blessure était pas vraiment passée. Il y avait une interview qui disait que il avait toujours des douleurs et Muscal a fait bench quasiment toute la saison, presque. Donc ça a été très compliqué à ce moment-là. Mais bon, ça m'a pas empêché d'aller rechercher encore Tanaka, mais en SR cette fois-ci, quand il avait encore plus baissé. Donc voilà, c'est vraiment mon joueur totem. Je vois. Et puis pourrait revenir au plus haut niveau de son scoring, non? Ouais, je le souhaite vraiment. En plus, Yoko démarre super bien l'année. Franchement, là, il a joué tous les matchs 90 minutes. Il a été plutôt bon. Bon, même s'il y a eu 1 ou 2 matchs, il aurait pu prendre un penalty. Est-ce que ça a été, il a eu 2-3 trucs. J'étais content que l'arbitre le laisse tranquille, mais c'était limite. Ouais, c'était très très limite. Mais voilà, ça reste un super joueur. Il faut qu'il reprenne du rythme, mais voilà, Yoko, c'est une valeur sûre et je pense que sa place de titu est assurée cette saison. Ouais. Moi, je l'ai pas encore regardé, donc c'est dans ma to-do list du week-end le matin. C'est regarder une fois quand même. Ouais. Le meilleur défenseur que j'ai en Asia. Ah bah écoute, tu me diras. Tu me feras un retour. Ok. Ton plus beau résultat? Je pense que c'était il y a pas très longtemps. C'est très récent, mais en fait, c'est pas de ma faute, hein, c'est grâce à toi, hein. Tu m'as dit, je t'invite au podcast. Boum, résultat, mais en fait, c'est juste tout le monde pareil, donc, j'ai rien fait. C'est dingue. C'est dingue. Non, mais, va vraiment falloir des ondes positives approfondies là-dessus, parce que je crois qu'il y a un problème, quand même. Ouais, je crois qu'il y a les Pogba derrière ça, c'est pas possible autrement. Ah oui, t'as été marabouté, c'est possible. Donc, c'est 2e place j'ai jamais gagné
gagné, moi. Comme j'ai dit, je suis pas un très bon joueur de SO5, mais j'ai fait une deuxième place en Cap 240 SR avec quasiment que de l'Asia et Thorsten Mahrer que je connaissais absolument pas. Ah oui, et tu te souviens, je t'avais posé des questions un mois avant. Tu te souviens, je te disais, tu connais ce joueur? Je trouve qu'il est tu l'as gagné, tu l'as, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus. Non, si je l'avais acheté, mais je t'avais dit, je trouve qu'il a un scoring très régulier. Il faisait du 55 à peu près de moyenne. Et je te dis, je comprends pas. Il fait 0,09. Putain, est-ce qu'il est pas blessé? T'as une info dessus? Parce que franchement, je le connaissais pas du tout. Et puis, résultat, l'autre, il me sort son meilleur match en 3 ans de Sora. Il me fait 84. Truc improbable. Et puis, le reste des joueurs Asie a bien performé. Et donc, ça m'a permis de faire une deuxième place. Donc voilà, c'était ça. C'était très récent. Et t'avais gagné qui? J'avais gagné, alors pour le coup, je le connaissais pas parce que je suivais pas le Feyenoord. J'avais gagné Santiago Jiménez en SR. Donc c'est un jeune, j'ai regardé un petit peu, mais c'est un attaquant c'est un attaquant U23 de 20 ans qui est titulaire au Feyenoord. Et pour la petite anecdote, je l'ai aligné donc la semaine dernière pour tenter. J'ai dit c'est ma reward quand même, c'est une de mes plus belles cartes en valo, je vais l'aligner. Et pourtant c'était contre l'Ajax. Et au bout de 5 minutes, boum, il plante un but, il me fait un DS 63, je crois, il a fini au 64 et il m'a fait choper encore un palier SR. Donc voilà, c'était cool. Magnifique. Voilà. Comme quoi, tu vois, ça c'est l'effet boule de neige. Exactement. Ouais, très 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 bon joueur. Alors ton plus gros coup de poisse? J'ai pas un coup de poisse en particulier, j'en ai eu plein comme tout le monde et puis je vais pas prendre la tête aux gens avec ça. Moi c'est vraiment, coup de poisse, c'est Muscat pour l'ensemble de son œuvre, l'entraîneur de Yokohama, parce que fin 2021, Yoko finit deuxième. Je me dis bon, je vais monter une grosse équipe comme je te l'avais dit avec ma stratégie achat-revente limited, etc. J'avais pas mal de fonds et donc je me monte un super stack Yokohama avec vraiment les gros joueurs. Et puis Muscat a fait du Muscat et ça a été la catastrophe toute la saison. J'ai eu des DN, mais là vraiment pourtant je le suivais de près. Mais quand il y en a qui parlent de Nagelsmann, mais les gars, Nagelsmann c'est un enfant. Muscat c'est le papa de Nagelsmann. Je vous le dis moi, c'est imprévisible. Ça a changé tout le temps. Il est de quelle nationalité ce coach? Muscat, j'en sais rien du tout. En tout cas d'une nationalité qui me convient pas. Je sais pas laquelle c'est, mais je peux te dire qu'il m'a bien, il m'a tué. Franchement, il m'a tué un paquet. C'est australien. Voilà, Kevin Muscat, australien. Voilà. Ah oui, bien sûr. Pour l'anecdote, il a failli partir j'étais content parce qu'à la fin de la saison où ils ont été champions, là, Yoko, il était annoncé au Celtic. Non, pas au Celtic, aux Rangers, pardon, à Glasgow. Et je me disais, si les Rangers pouvaient le prendre, je serais très très heureux. Il me laisserait un peu tranquille. Il me laisserait tranquille. Ouais, là, il m'a tué j'ai une line-up en tête où je fais 276 points en 3 joueurs, en Asie Pro, avec mes 2 SR qui font, il y avait Lee Yong-jae de Gimcheon et Jun Sung-yeon, pareil, le gardien le défenseur central de Gimcheon. Et en gros, Lee Yong-jae fait à la dernière minute corner, tête de Jun Sung. Donc je prends 2 DS, les deux font plus de 100 points, enfin 110 et 120 points, un truc comme ça. Donc tu sais, ça démarre super bien. Et je suis à 276 points en 3 joueurs et il me reste Marcos Junior et Atanaka qui avaient été titulaires tous les deux le match d'avant, qui font un bon match et le match démarre, pire que ça, Atanaka absent, Marcos bench, et franchement il y avait largement de quoi gagner l'Asie Pro, mais franchement tranquille. Et ce match-là, Yoko gagne 3-0 je crois en plus. Enfin tu vois le truc quoi, voilà. Ouais. Et il m'en a fait, mais ouais, c'est une belle, c'est bien, ça rentre dans la catégorie des beaux gros coups de poisse. Il m'a fait toute la saison comme ça et je me suis acharné, je me suis dit je vais finir par l'avoir, et Kevin Muscat était plus fort que moi, il m'a eu. Voilà. T'as reconnu le maître. Mais c'est ça, exactement. Alors, ton joueur à suivre? J'ai pris, je suis resté sur Yoko. Il y en a pas mal qui le connaissent. Le petit Ryotaro Tsunoda, défenseur des Marinos. Donc c'est un jeune de U23. Par contre, il est plus U23 à partir de juillet. C'est un gaucher. Là, pour l'instant, il prend la place de. Donc l'année dernière, déjà, il a fait vraiment une bonne saison l'année dernière. Il remplaçait souvent Atanaka. Et là, pour le coup, il remplace Eduardo. Donc ça, c'est pareil. C'est encore une Muscat. On comprend pas tout. Mais bon, depuis qu'il le remplace, franchement, c'est un joueur qui fait beaucoup de A. Eduardo aussi, il est sur le banc, lui. Alors, écoute bien. Voilà. Eduardo, on l'annonce blessé. Il y a 10 jours de ça, enfin une semaine, match de coupe, d'accord. Il le met titulaire. Devine qui est élu joueur du match. Eduardo, joueur du match. Le match du week-end arrive. Eduardo vient d'être élu joueur du match. C'est quand même leur tour de contrôle. Enfin, c'est le mec c'est un transfert qu'ils ont payé quand même assez cher à Tozu quand ils ont été le chercher à Sagan. Le mec, c'est un des meilleurs défenseurs de G-League. Et là, dans mon Discord, t'as tous les mecs qui disent, oh les gars, c'est sûr, obligé. Il a été joueur du match, élu homme du match. On aligne Eduardo. Et moi, je leur dis, vous faites comme vous voulez, mais moi, je connais Muscat. Mon Eduardo, il va aller tranquillement en training. Je dis, hors de question que je l'aligne. Et franchement, et c'est là que tu dis, ouais, l'expérience, ça paye. Parce que Eduardo bench tout le match.
C'est dingue. Ah, c'est incroyable. Mais bon, voilà, je sais que Ben Cott. Donc le Tsunoda, finalement, il pourrait perdre sa place au profit d'Eduardo, quoi. Alors pour tout te dire, c'est un super joueur, c'est un super jeune. Et je pense qu'il va à l'avenir cartonner. Mais perso, je l'ai vendu là parce que j'ai dit, il est parti hier, tu vois, je l'ai mis en vente pour le coup plus cher que ce que je l'avais acheté. Mais j'ai préféré quand même le revendre parce que franchement, Muscat, il me fait flipper ce mec. Tu sais pas, Eduardo va revenir, après ça va changer. Pour l'instant, le seul qui me paraît un peu près safe, c'est Tanaka parce qu'il est droitier et Tsunoda et Eduardo sont gauchers. Donc je me dis que l'année dernière il l'a déjà fait, mais ça sera plus compliqué normalement de jouer avec deux mecs à gauche, enfin deux pieds gauche. Ouais. Donc je suis parti sur le principe de garder Tanaka. C'est une bonne affaire à savoir ça. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, mais il y a de bonnes chances qu'il le fasse bench. Après Tsunoda, il peut quand même aussi dépanner. Il a déjà joué arrière gauche, sachant qu'ils ont Nagato qui peut être amené de temps en temps à faire des dingueries, des cartons, des blessures, des machins. Voilà, Tsunoda peut aussi jouer à ce poste-là. Mais en tout cas, c'est un super jeune à suivre et je pense que c'est sûr que dans les années qui viennent, il prendra forcément beaucoup de temps de jeu dans quelle que soit l'équipe où il va jouer. Bon, dernière question. Ouais. La question. Après, j'ai plein de questions Twitter. Il faudra que j'en sélectionne. Bon, si t'avais Nicolas Julia là devant toi, compte tenu de la situation actuelle, etc. Alors ils vont communiquer très prochainement. Ils ont contacté certains médias francophones, anglophones, etc. pour communiquer leur roadmap avec ce que j'ai vu là, le project, enfin le responsable du pôle foot qui va aussi parler. Il y a Dzuro aussi. Bon, si tu les avais ou si tu as uniquement Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Déjà le commencement c'est merci. C'est merci, non mais ouais, clairement, merci, ouais, félicitations pour ce projet que tu as créé qui est fabuleux. En plus, moi j'adore les histoires entrepreneuriales comme ça qui sont des réussites et il y a rien à dire. Success story, magnifique. Ouais, success story, le business model, il est énorme, c'est un jeune, bravo, il y a rien entre guillemets, il y a rien d'autre à dire que ça. Maintenant, une fois que tu as posé que tu as posé ça et que je lui dirais attention, mais je lui dirais mais il le sait, je pense t'es pas arrivé encore, c'est pas parce que on sent vraiment, j'ai senti que la PL, c'était vraiment le truc, c'était dans la bouche de tous les managers. Je pense que Nicolas aussi, pour lui, la PL c'était un truc qu'il avait en ligne de mire très important. Et tu sais, c'est comme quand moi je le vois des fois avec mes commerciaux quand ils sont à bloc sur un sujet en particulier, au bout d'un moment il y a un relâchement, tu vois, tu sais, ils atteignent leur objectif, boum, tu sais, il y a toujours ce petit sas de décompression et ça me donne un peu cet effet là, tu vois, style on a atteint la PL, boum, tu vois, ça y est, c'est fait. Mais non, c'est pas fait en fait, là ça démarre et c'est là qu'il faut être à fond derrière ta communauté. Bien évidemment, le gros problème de cette boîte, c'est ce manque de communication avec sa communauté. Et pourtant, qu'il y ait une communauté, j'ai jamais vu une telle communauté sur un autre projet. Enfin, aussi soudée, aussi la plupart du temps aussi bienveillante, avec tellement d'idées qui foisonnent dans tous les sens. Enfin, franchement, il y a qu'à se baisser pour ramasser. Tellement il y a des bonnes ondes et il y a des gens qui proposent des choses, qui me paraissent juste ultra pertinentes. Il manque clairement une passerelle entre les deux, je pense. Alors Zoro le fait un petit peu, il est déjà venu me parler via Twitter ou quoi, et c'est très bien, mais si tu veux, il y a ce côté un peu on sent que ça éteint des feux de temps en temps. Alors déjà, je trouve que ça met trop de temps à les éteindre. Faut pas attendre qu'il y ait des feux de forêt et là parce que t'es obligé d'envoyer le Canadair, quoi, tu vois. Et là pour le coup, eux ils arrivent, des fois j'ai l'impression que t'as un feu de forêt puis ils arrivent avec leur petit arrosoir. Non, là quand c'est comme ça, faut envoyer la sauce et surtout faut pas attendre d'en être là. Faut que t'as un départ de feu qui éteint tout de suite. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça. Et puis faire de temps en temps des contre-feux, ça permet d'anticiper, d'être proactif et de limiter justement que des feux se propagent. J'allais dire être proactif, exactement. Sentir quand ça commence à sentir un peu le sapin et puis anticiper un peu plus les choses. J'ai l'impression qu'ils s'attendent trop que, tu sais, c'est un peu le curseur, ça râle, bon ça va, ça râle beaucoup, on va peut-être faire une communication. Anticipez plus votre communication les gars, parce que vous êtes sur un projet de folie, vous avez des gens qui sont, je pense, ultra compétents, et puis vous avez des joueurs qui sont ultra investis. Il y a tout pour que ça fonctionne. Maintenant, communiquer plus avec eux, c'est tellement important. Tu vois, moi depuis les 2 yeux de Nicolas là pour la J-League, il y a plus rien. Franchement, il rebalance un tweet. Je vois, parce que c'est ce que je fais avec mes gars, moi, quand ils me posent des questions récurrentes. De temps en temps, tu leur dis, les gars, vous inquiétez pas, on est toujours dessus. Sachez que on va avancer là-dessus, je vous tiens au courant. En fait, t'as rien dit, hein. Mais tu dis ça, les gars, ils disent, ok, il est sur le sujet, il s'en occupe, machin. Tu dis rien, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, tu donnes le libre... Exactement. Non, c'est libre cours à tous les...
les délires, les fantasmes, les hypothèses qui peuvent avoir, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas attaquer ça maintenant parce qu'on arrive vraiment à la fin et Laurent qui monte gentiment le podcast, le truc, il doit se dire c'est quand qu'ils vont finir de discuter pour qu'on reste dans le timeline fixé. Mais ça va être discuté à partir du moment où ils vont communiquer et tout. Mais c'est pourquoi attendre, pourquoi il y a des baleines, etc. Parce que faut pas se mentir. Si les prix des cartes ont atteint un tel sommet, c'est parce qu'il y avait des gros portefeuilles derrière qui étaient prêts à mettre des milliers d'euros sur des cartes. Et le problème, c'est que en développement, le free-to-play et c'est top, c'est vraiment top pour embarquer un maximum de fans. Mais malheureusement, je veux dire pour le côté économique, financier du projet, sont des gens qui vont peut-être mettre 100, 200 euros, mais c'est pas ça qui va racheter ou qui va remonter des cartes de Mbappé rares à 20 000 euros. C'est pas possible. Et le problème, c'est que énormément de baleines on fait des propositions pour augmenter, pour mettre des paliers sur les uniques, une meilleure redistribution, etc. Ça n'a jamais été fait. Ce qu'ils ont fait, c'est mettre, et je trouve ça vraiment intéressant pour des galeries moyennes de 5 à 20K, là les caps en SR, etc. Oui, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va contenter des gens qui posent 100, 200, 300, 400K dans le jeu. Et pourtant, c'est eux qui font vivre, qui maintiennent le système et au contraire qui continuent à le nourrir, hein, parce que en général ces gens-là ont des carnets d'adresses et évidemment quand ça monte, ça attire beaucoup plus de monde que quand ça descend. C'est tout à fait logique. Et donc ma question, moi aujourd'hui, c'est ils sont au courant de ce qu'ils auraient pu faire, de ce qu'ils devraient faire entre guillemets pour contenter ces gros investisseurs, et pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors est-ce que il y a une raison, enfin je présume, tu vois là ce sont des hypothèses, je présume qu'il y a des raisons valables derrière, qu'on connaît pas évidemment le contexte, mais c'est quand même fort interpellant, et c'est pour ça que malheureusement il y a beaucoup de baleines qui ont quitté, certaines il y a déjà un an en disant je me rappelle j'avais discuté avec pas mal d'anciennes baleines qui ont quitté, et je leur voulais savoir pourquoi, parce que moi finalement, comme je l'ai dit l'une ou l'autre fois dans un podcast, pour moi c'est un jeu, oui, mais c'est un investissement aussi, et je le suis comme un investissement donc de près, et donc c'est important de connaître les tendances, et connaître les raisons, etc. Et ils sont des gens qui avaient jeté l'éponge parce qu'ils se disent il n'y a pas assez de rétribution, qu'est-ce qui nous pousse nous à mettre des 100K, 200K sur des cartes s'il n'y a pas de retour, autant les dépenser autre part, quoi, tu vois. Ah non, mais complètement. Je pense qu'il faut pas opposer bien sûr les petits portefeuilles aux baleines comme on le voit trop souvent. Non, pas du tout, il en faut pour tout le monde. Bien sûr, non mais exactement. Et effectivement, aujourd'hui, tu l'as très bien dit, moi la cap 240 SR par exemple, même si elle pourrait être encore mieux valorisée, mais moi je trouve que vu comme je l'ai abordé, ça me va bien comme elle est faite. Mais par contre, je me dis, tu joues les uniques, vu la valeur des uniques, effectivement le palier à $250, en fait, les mecs qui achètent des uniques, $250, ça les fait pas vibrer, ça les fait pas, tu vois ce que je veux dire, c'est ils vont pas poser ce qu'il faut pour jouer une 240 unique, parce qu'il faut quand même un peu de profondeur pour pouvoir aligner, pour gagner $250, c'est trop long en fait le retour sur investissement. Donc ces gars-là, c'est clair que je crois que peut-être une bêtise. Puis ça demande de la rotation aussi, quoi, c'est ça qui il faut bien. Vas-y, la rotation à SR c'est déjà pas facile, mais c'est faisable, mais en unique. Ouais, en plus t'arriveras pas à revendre, t'as raison en plus. Non mais il y a cet aspect-là. Ouais, mais imagine que demain, je dis n'importe quoi, mais le palier ça soit $500 ou $1000 pour les uniques, vu le prix. Elle est $1000. Ouais, franchement, tu redynamises le truc à 200%. Enfin, ça va être la folie. Les mecs vont vouloir monter. Enfin, même moi, ça va me donner envie de monter de Scarcity. Ça va être, tu vas redynamiser tout ça. Si tu redynamises les uniques, forcément tu redynamises en dessous aussi. Enfin, ça va suivre, c'est obligatoire. Et clairement aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont pas assez pris en compte. Des fois, je me dis qu'ils ont peut-être, dans leur prévision, parce que j'essaye de me mettre à leur place, et je me dis, quand tu vois ta courbe de nouveaux entrants qui est en train d'exploser machin, est-ce que tu te dis pas au bout d'un moment, écoute, si les mecs qui veulent sortir, les gros, est-ce que c'est si grave que ça si l'onboard, si je continue à onboarder à fond par rapport aux prévisions qu'ils avaient peut-être déjà faites avant, tu vois, peut-être que leur calcul c'était de dire là ça y est, ça comment le bouche à oreille marche, on commence à faire le marketing, même s'il est très très loin de ce qu'il devrait être, mais on voit la dernière pub qu'ils ont fait pour la MLB, elle est quand même super bien faite, elle est top, bravo à eux. Tout à fait. Donc peut-être que leur stratégie c'est de se dire effectivement ça va démarrer, ça va aller à fond, mais tout à l'heure tu as parlé d'un truc très important dont ils veulent parler là, et pour moi c'est presque un peu tard, c'est dommage. Tu as parlé de roadmap, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une vraie roadmap? C'est quand même vachement important, ça éviterait justement de se poser toutes ces questions. On a besoin de
savoir où il veut. En fait, c'est pas qu'ils nous rendent des comptes, mais dites-nous un peu où vous voulez aller. Et ce que vous avez mis en place là, c'est dans quel objectif? Parce que et là en fait, ça permettra aussi aux gens de se projeter et surtout un peu aussi de les rassurer ou pas. Et dans ce cas-là, les gens sortiront s'ils pensent. Au moins c'est clair, oui, voilà, c'est ça. Au moins c'est clair. Et là aujourd'hui, ils te laissent dans un espèce de flou et tu sais pas trop sur quel pied danser. Et ça, c'est très difficile sur un projet comme Sora. Ouais, c'est ce que j'avais dit, l'incertitude. Les gens qui investissent, qui mettent quand même des sommes importantes, il y a rien de pire que l'incertitude. Et là, le problème, c'est que les incertitudes, il peut y en avoir, mais là, ça dure depuis quand même, je trouve quand même quelques temps, avec tous les exemples de les poules, les machins, les changements de Game Week, les finalement pas de U23 avec gardien pendant la Coupe du Monde. Enfin bref, sont des choses qui auraient pu être vraiment anticipées, honnêtement. Et ça demande juste un peu de sérieux, de prévision, tout simplement. Et c'est quand même assez étonnant que ça ne se fait pas. Voilà, le gameplay qui évolue, c'est top, mais il y a trop d'incertitudes aujourd'hui. Quelqu'un qui va mettre des sommes importantes, il voudrait savoir quand même où on va au moins pour les 6 prochains mois. Ouais. Là, même ils ont rajouté les paliers en AS Pro pour justement essayer de redynamiser un peu le prix des T1 et des T0. J'ai trouvé ça top, moi. Mais ils ont dit que on va le revoir, ça peut évoluer, et puis finalement, ça a donné un petit bump pendant 2 semaines. Moi, j'avais quitté à ce moment-là, et on m'a dit, ouais, mais dis, t'as vu? Ouais, mais j'ai dit, oui, mais honnêtement, ça va faire bump, et puis ça va refaire plouf. Et ça a refait plouf parce que c'est pas assez c'est pas assez conséquent, mais encore une fois il faut pouvoir plaire à tout le monde. Mais ce que je me pose vraiment la question, c'est pourquoi il manque pas d'idées. S'ils n'ont pas mis par exemple un palier à 1000 sur les uniques, c'est qu'il doit avoir certainement une bonne raison. Alors est-ce que c'est au niveau de la régulation, au niveau de, faut pas oublier que le siège est quand même en France, donc est-ce que la NJ la régulation, franchement, la régulation, est-ce que c'est un point de blocage quelque part, ou bien est-ce que c'est au niveau de leurs finances, parce qu'ils ont un 2e siège, ils ont quand même plus de 150 collaborateurs, dont très haute pointure, qui viennent de très très grosses boîtes, et donc à mon avis, au niveau salaire, c'est pas mal. C'est vrai qu'ils ont des levées de fonds qui ont été hyper conséquentes, donc je me dis, il y a quand même, en général, en start-up, quand ils font des levées de fonds, ça leur permet de progresser dans la durée, mais voilà, moi j'ai pas des yeux, je sais lire un bilan, etc., sans problème, mais on connaît rien de ce back-office, et peut-être qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils ne peuvent pas le faire quelque part. Au niveau financier, peuvent pas au niveau financier, mais peut-être aussi au niveau régulation, ou peut-être les deux en même temps. C'est l'hypothèse, j'en sais rien. Juste pour la régulation, est-ce que tu penses qu'il y a une réelle différence à partir du moment où tu donnes 20 ou 200 euros, que t'en donnes 1000, tu crois que ça change quelque chose? Je sais pas du tout. Je sais pas, j'y connais rien du tout là-dedans, j'ai jamais été parieur et tout, mais je sais pas s'il y a un certain seuil au niveau du système de régulation, je n'en sais strictement rien. J'en sais rien non plus, mais à mon avis, une fois que si tu peux donner 250, à mon avis tu peux donner 1000. Il y a peut-être un seuil, mais je pense pas que 250 ça soit le seuil max auquel ils peuvent aller. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est et en même temps ils nous les donneront pas, ces chiffres. On manque clairement de visibilité, parce qu'on parle beaucoup, mais on sait pas non plus ce que coûtent les accords avec l'APL, tout ça. Enfin voilà, on a quand même vu des chiffres, c'était élevé, hein. 30 millions, donc 30 millions. Voilà. 30, peut-être que je me trompe, mais c'était dans les quelques dizaines de millions, ça, ouais. Donc, et il y a aussi ce côté, effectivement, c'est une boîte qui est là quand même pour générer du cash, et c'est bien normal. Dans quelle mesure ils sont encore rentables? Aujourd'hui, c'est difficile de se rendre compte. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec les enchères qui sont en train de dégringoler, ils sont de moins en moins rentables, ça c'est certain. Enfin, pour nous, après, dans nos études, est-ce qu'ils peuvent mettre les choses qu'on pense qu'ils devraient mettre en place? Ça, entre guillemets, il y a que qui peuvent le savoir par rapport à leur cahier des charges et la rentabilité qu'ils génèrent. Si ça se trouve, aujourd'hui, ils sont déjà dans le rouge avec les accords qu'ils ont mis en place avec l'APL, les autres ligues, et notamment la NBS. Pareil, la NBS, ça doit pas coûter ça doit être oui, et puis ils ont peut-être aussi des obligations au niveau du supply. Moi, je pense pas qu'ils doivent être dans le rouge quand même avec les levées de fonds qu'ils ont, parce que les gens qui investissent dans les startups, ils savent que c'est de l'argent entre guillemets bloqué pendant quelques années. Mais je viens de vérifier, c'est bien 30 millions de livres, donc 35 environ millions d'euros, mais on verra bien. Voilà, exactement. On verra bien. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est au niveau des obligations aussi. À partir du moment où tu signes un truc, est-ce que dans les accords, est-ce qu'il y a un certain montant minimum qu'ils doivent rétribuer aux partenaires, ou bien c'est une obligation de mise en carte de vente? À mon avis, c'est plus un montant. Je pense que dans ces accords-là, il y a X pourcentage, mais avec un pot minimum, quoi. Tu vois, un montant minimum. Et donc, c'est vrai, quand ils voient les courbes là de baisser, là, c'est le branle-bas de combat pour redonner confiance. Mais j'espère qu'ils y arriveront, hein. J'espère vraiment. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, si on n'a pas des gros dedans, tu perds
enfin voilà, s'il y a pas d'incentive, par contre, ça peut aller très vite. Ça, je pense vraiment, si demain ils décident de mettre 1000 en unique, je suis certain que il y en a pas mal qui sont partis, qui vont revenir parce qu'il y aura vraiment une bonne raison de revenir, tout simplement. Tu penses vraiment ça? Parce que moi, justement, ce qui, entre guillemets, si je dois être inquiet sur un truc, c'est un peu ça. C'est vu la tendance qu'on a actuellement, et ça marche. Et ça, ce que je vais dire, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand quand tu commences vraiment à avoir une grosse hype sur ton projet et que tout réussit, en fait, ça monte très rapidement. Par contre, quand ça commence, la courbe s'inverse comme elle est en train de le faire en ce moment, pour la redresser, généralement, t'as un peu d'inertie, hein. Je sais pas si une décision qui pourrait prendre là aujourd'hui en disant application semaine prochaine réussirait de suite à inverser la courbe. Tu vois, je pense que l'inertie elle sera un peu plus importante. Non, il faut rétablir la confiance d'abord. Ouais, et ça c'est la confiance, elle a été clairement bien entamée, hein, un peu à tous les niveaux. Ils vont devoir vraiment reconstruire quelque chose. Et puis, comme tu dis, il faut une roadmap où on sait à peu près ce qu'on fait dans les 6 prochains mois. Si c'est possible, peut-être que je dis un truc qui est impossible, hein, mais il faudrait qu'on sache, on ait une visibilité au moins sur 6 mois, et puis mais que ça bouge pas. Enfin, c'est-à-dire que ils nous sortent pas une mise à jour qui était pas prévue. Finalement, on réajuste comme ça. Non, les gars ont besoin de faire vraiment leur stratégie et on a besoin d'avoir de la visibilité. Voilà, c'est super important pour établir tout à fait la confiance. Mais je pense vraiment qu'ils naviguent un peu comme ça, qu'ils changent un peu les règles parce qu'ils doivent regarder en fonction de leur chiffre d'affaires. Ok, on peut se permettre ça parce que à mon avis, c'est vraiment dépendant de leur rentrée. Mais je suis d'accord, là, autant décider quelque chose de solide, le dire, écoutez, on le fait pendant 3 ou 6 mois, et être beaucoup plus proactif pour rétablir la confiance. Parce que c'est vrai que les gens qui sont partis, ils étaient excessivement déçus. T'en as même encore sur Twitter qui sont encore actifs parce qu'ils ont une grosse dent, toujours. Enfin, moi, je trouve ça un peu aussi acharnement à partir du moment où tu quittes. Quitte, quoi. C'est tout. Passe à autre chose. Tu vas pas gâcher ta vie à continuer à critiquer un projet dans lequel tu n'y es plus. Mais c'est vrai que là, la confiance, pour moi, c'est la priorité numéro 1, en étant proactif, en ne jouant pas aux pompiers à éteindre comme tu dis, des petits feux avec un arrosoir, mais vraiment préparer quelque chose. Ok, on va faire un contre-feu parce qu'on va limiter ceci et donner vraiment, comme tu dis, de la visibilité, surtout au gros portefeuille, parce que on peut retourner le problème, je sais pas ce que tu en penses, dans tous les sens. S'il n'y a pas de gros investisseurs qui trouvent un intérêt dans le jeu et qui reviennent, forcément, c'est comment dire, ce que Macron avait sorti là, le truc du ruissellement, voilà, exactement. Le ruissellement, ouais, bien sûr. Le ruissellement, mais c'est logique et tu retrouves ça dans absolument tous les domaines, quoi. Absolument dans tous les domaines. J'exagère, mais dans ce domaine-là et dans des trucs de rareté, etc. Fais gaffe à ce que tu dis, Mehdi, en ce moment en France, si tu veux, le ruissellement, tout ça, tu vois. Non, mais c'est parce que ça m'avait frappé il y a quelques années et il avait été tourné en dérision. Non, je l'apprécie pas tellement, le gars, donc. Non, mais de toute façon, je suis apolitique, mais voilà. Au moins, c'est clair. Si tu veux, t'as un peu de monde dans la rue en ce moment, donc ruissellement, tout ça, il y a des mots comme ça, on va les laisser de côté. Mais j'ai bien compris l'idée et je la partage complètement. Bon, on arrive, on est à la fin, on a encore les questions Twitter et tout, mais vraiment, on arrive au bout du bout. Et comme il y a énormément de questions, exceptionnellement, est-ce que tu ne voudrais pas y répondre directement sur le compte Twitter? Pas de problème. Allez, je vais peut-être en choisir une seule et on terminera là-dessus. Je sais pas si toi, t'en avais sélectionné une qui te dit, celle-là, elle est vraiment pertinente. Enfin, franchement, il y avait... Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment des très très bonnes. Ouais, et après, il y a pas mal de private jokes, on va dire, mais... ouais, j'ai vu ça aussi. Mais dans les autres, non, il y en a... t'en as une en particulier, là, toi, ou c'est... T'as regardé un petit peu celle qui t'intéresse le plus? Oui, j'ai regardé, mais j'en avais sélectionné plusieurs. Il y avait la question, je crois que c'était Vivia. Ouais. Viavia. Alors, c'est Viavia, ouais. Viavia. Ouais, c'est un membre assidu de chez nous. Voilà, on va terminer comme on a quand même abordé ce sujet-là. Comment penses-tu que du positif peut être insufflé dans le contexte actuel très négatif envers le projet Sorare, et comment Sorare et sa communauté doivent s'adapter et interagir face au développement de l'entreprise et les problèmes récents rencontrés? On a répondu partiellement à cette question-là, mais je te laisse finir par ce que tu as envie de dire. Bon, déjà, Viavia, c'est une très bonne question. Ça change de ce que tu nous dis sur Discord. Et plus sérieusement, c'est fait. Non, mais pour moi, vraiment, on en parle énormément. Tout le monde en parle. Tout passera par cette communication.
communication. Sincèrement, il faut qu'il appuie. Enfin, Sorare doit s'appuyer sur sa commu, doit mieux communiquer, doit peut-être aussi, je sais pas, avoir un groupe restreint de certains gros joueurs. Je pense, clairement, je pense à Mehdi, The Noob, SR1, enfin voilà, tous ces gens là qui connaissent le jeu sur le bout des doigts, qui fourmillent d'idées. Il faut qu'il y ait un espèce de petit, un espèce de petit groupe des sages là, justement, qui permettent à Sorare de confronter leurs idées, ou peut-être que c'est déjà le cas, mais alors en tout cas on n'est pas du tout au courant, mais ils doivent, quand ils veulent mettre des choses en place, pouvoir confronter ça avec certains membres de la commu, et puis ça permettrait aussi de faire passer des messages. Voilà, pour moi le salut de Sorare passera avant tout par plus de communication et beaucoup plus de visibilité, au moins à 6 mois. Parce que on a besoin de rétablir cette confiance. Là, elle est clairement entamée, et si on continue dans cet esprit-là, je vois pas comment on va remonter la pente. Voilà, les gens quittent, ça fait quitter d'autres gens, et là, ça fait une espèce de boule de neige, et on est en train un petit peu de sombrer. Donc c'est dommage, parce que ce jeu est juste magnifique, et j'espère pouvoir y jouer encore très longtemps. Ouais, je trouve que c'est une bonne conclusion. Moi aussi, je partage ce souhait. Il me reste plus qu'à te remercier pour ce super moment, Seb. J'ai vraiment beaucoup apprécié, et j'espère qu'on continuera après le podcast, à d'autres moments, comme on le fait de temps en temps. C'était très quali, je trouve. Je te remercie infiniment. Je remercie énormément Laurent pour tout le travail qu'il fait en amont, et surtout en aval aussi, et toutes les équipes Média Sorare, parce que vraiment vous faites un boulot, je le dis sincèrement, de très grande qualité. Votre podcast, c'est quelque chose franchement de pro, quoi, et sachez que, en tout cas, nous sur le Discord, tout le monde vous écoute assidûment, et on attend avec impatience toujours le prochain numéro. Donc voilà, rien que pour ça aussi, j'espère que Sorare va pas s'arrêter, parce que on t'entendra plus, et on aime trop t'écouter pour ça. Donc voilà, et merci beaucoup. Et là voilà, ton Discord pourra enfin t'entendre aussi. Exactement. Merci Seb. Merci à toi Mehdi. Encore merci à Sébastien et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast, afin de lui donner la meilleure visibilité possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.